Bonjour Jean-Christophe et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jamal, ça fait plaisir d'être avec toi. Alors, Jean-Christophe, tu es médecin, Oui, tu es formé à la phytothérapie, que tu enseignes d'ailleurs en France et à l'étranger. Tu es expert en endobiogénie, et tu es le fondateur et l'actuel président de l'Institut d'endobiogénie. Euh, Si j'ai bien compris, c'est une approche qui est assez particulière de la médecine. Et on va commencer par ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et surtout pourquoi c'est important? Pourquoi cette approche est importante? pourquoi c'est important? Parce que c'est à mon avis la façon la plus intéressante de pratiquer la médecine, puisqu'on est constamment en dynamique de recherche. Et je pense que nous médecins, nous sommes des chercheurs avant d'être des techniciens, et qu'on pratique l'art médical plutôt que de pratiquer une technique médicale. Donc moi je pense que je m'inscris dans ceux qui veulent faire de l'art médical. Et l'endobiogénie est un outil extraordinaire qui nous permet de s'exprimer dans ce travail, on fait dans cette mission qui est la nôtre, d'apporter le meilleur à nos patients, le meilleur confort de vie et la guérison quand celle-ci est possible. D'accord. Et ça consiste en quoi exactement? Comment c'est différent par rapport à la médecine traditionnelle? Alors, c'est pas différent, c'est complémentaire, puisqu'on a tous les médecins qui pratiquent l'endobiogénie ont une formation en médecine universitaire, hein, puisque moi, on a refusé de me former tant que j'avais pas ma thèse, alors que j'ai rencontré l'endobiogénie en tant que patient au début. En quoi c'est différent? C'est qu'on va pousser beaucoup plus loin l'intérêt de l'examen clinique. Donc, on va pousser très très loin l'intérêt de la pêche aux informations que le patient est capable de nous donner par sa posture. Déjà, quand on ouvre la porte de la salle d'attente, on a déjà des informations sur la posture du patient, parce qu'il va nous dire librement sur un temps de parole libre, par ce qu'on va aller récupérer comme information par un interrogatoire plus ciblé, puis un examen clinique assez profond où on va chercher des petits signes frustres qui sont considérés maintenant comme inintéressants et donc on n'apprend plus à la faculté, or ils sont écrits dans les vieux livres de physiologie. Et ces signes frustres, quand on les associe entre eux, ils nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisme. Et moi, mon intérêt, c'est non pas de me substituer à l'organisme, mais surtout de l'accompagner dans ses mécanismes d'autoréparation. Car en permanence, toi, là, maintenant, en ce moment, moi aussi, nos auditeurs également, nous sommes en train de nous auto-réparer, car la vie est ainsi faite. Hein, la vie est un équilibre constant qui subit des agressions et qui nécessite de l'adaptation. Et tout ça, c'est une grande dynamique qui, lorsque l'adaptation n'est pas bien réalisée, peut nous amener à de l'adaptabilité. Et l'adaptabilité peut nous amener dans des états pré-critiques qui nous permettent d'exprimer ensuite des maladies plus ou moins importantes. Pourquoi le patient qui est devant moi est arrivé avec ce stade-là et cette maladie-là? La maladie n'est que le meilleur équilibre qu'a trouvé l'organisme pour vivre jusqu'à l'instant présent. C'est pas un déséquilibre, c'est un équilibre qui lui permet d'être vivant, mais qui l'amène vers parfois des issues fatales. Mais parce que dans l'urgence de vie du moment, il y a eu des choix qui ont été faits dans l'organisme qui ont permis de survivre à l'instant, mais qui peut parfois nous amener vers des mauvais chemins. C'est tout le problème des politiques à court terme, hein, dont on voit les résultats aujourd'hui. Ben, c'est un peu pareil dans l'organisme. Si il y a un projet au long terme qui est notre programme génétique, hein, qui nous a programmé pour au moins 125 ans de vie, et il y a toutes les agressions de la vie et la façon dont on répond à ces agressions qui vont plus ou moins écourter cette durée. Voilà. Et donc, quand on est dans un déséquilibre qui entraîne un manque de confort de vie, les gens commencent à s'inquiéter, ils vont aller voir leur médecin. Et moi, mon objectif, c'est d'abord de les remettre sur le bon chemin. Donc, de faire beaucoup de l'éducation à la santé familiale, à l'éducation à l'alimentation, et puis comprendre leur fonctionnement, comprendre leur dysfonctionnalité neurovégétative, endocrinienne, et utiliser des outils thérapeutiques qui sont respectueux de l'individu et aussi de l'environnement. Donc le challenge, c'est de pas polluer aussi, parce que nous sommes malades de la pollution déjà, donc de ne pas rajouter de la pollution à la pollution. Et le meilleur outil qui soit pour à la fois être physiologique, informatif, inductif et protecteur de l'environnement, c'est la plante médicinale. Donc on fait la plante médicinale, ça va être mon premier outil thérapeutique.
D'accord. Mais Donc, ça m'empêche pas parfois d'être dans la substitution quand je suis dans une situation d'urgence, que le patient n'a pas la capacité ni le temps ni la matérialité du temps pour mettre en place les moyens de réparation. Voilà, bah, dans ce cadre-là, on est obligé de se substituer, donc de faire tout ce que j'ai appris à la faculté et qui est une médecine qu'on apprend, qui est plutôt axée sur la physiopathologie. Et en premier lieu, moi, je travaille plutôt sur la physiologie. et physiologie, c'est-à-dire? C'est la fonctionnalité de la normalité. La physiopathologie, c'est la fonctionnalité de la maladie. Et ce qu'on apprend, la physiologie, on l'apprend en première année de médecine, un petit peu en deuxième année, puis après on ne l'apprend plus du tout. Après, on apprend que de la physiopathologie. On n'apprend que les maladies. Et on a une formation qui est très hospitalière, même si maintenant il y a des stages en médecine générale, mais la formation est très hospitalière. Or, quand on arrive à l'hôpital, c'est qu'on est déjà dans un état de dysfonctionnalité assez grave, parce qu'on D'accord. a besoin de soins intenses. Donc c'est pour ça que la structure hospitalière existe. Et voilà, mais quand on apprend que les maladies de l'hôpital, on pourrait croire que tout le monde est dans cette fonctionnalité-là, ce qui est faux. La majorité de la population n'est pas dans une dysfonctionnalité. Autrement, les hôpitaux seraient pleins à craquer et les villes seraient vides. Hein. Donc, en cabinet de ville, quand on est un médecin généraliste, ce que l'on voit, c'est plutôt la pathologie du courant, des états précritiques, et c'est là que la prévention est très importante pour éviter que nos patients basculent dans un état critique plus dysfonctionnant et les amenant à aller en structure hospitalière. D'accord. Donc, le gros hiatus qu'il y a, c'est que notre formation de base est une formation principalement hospitalière, axée que sur la compréhension des maladies les plus graves, et heureusement. Hein, moi, j'ai fait de l'urgence, j'ai fait du SAMU, et j'ai adoré ça, parce que là, on fait un geste et on sauve immédiatement la personne. Mais heureusement, tout le monde fait pas un arrêt cardiaque dans la rue, tout le monde n'est pas un grand traumatisé de la route. Donc, la vie du courant, c'est pas ça, c'est l'exception, ces situations-là. Donc, c'est hyper important qu'on soit formé à ça. Et c'est hyper important de comprendre que la vie de tous les jours et des patients du courant en cabinet de ville, c'est pas ça. C'est autre chose. Donc c'est le quotidien, c'est la charge mentale, c'est la charge du quotidien, c'est les agressions alimentaires, c'est les agressions environnementales, c'est les agressions au travail. C'est tout ça la vie du cabinet. Et si on arrive à bien gérer ça, à bien éduquer nos patients, à se mettre en protection par rapport à ça, donc ce qu'on peut appeler l'hygiène de vie, tout simplement, eh bien, ils vont pas aller vers des maladies graves, même s'ils ont s'ils ont une dysfonctionnalité dans leur propre génome et qu'ils sont condamnés à développer telle maladie, eh bien, on va faire en sorte qu'ils n'aillent pas vers cette maladie-là. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des tests génétiques et on va leur donner la liste des maladies potentielles qu'ils peuvent faire. Je trouve que c'est une catastrophe. C'est déjà nous figer dans une fonctionnalité, donc notre mental se conditionne à ça. Or, en fait, c'est pas parce qu'on a un gène qui doit s'exprimer. On peut aussi travailler autour du gène, donc c'est tout le travail de l'épigénétique, et on peut travailler à ce que justement notre fonctionnalité aille vers le meilleur schéma. C'est-à-dire si je suis une Ferrari et que mon projet de vie c'est de rouler sur des pistes de course, et ben je suis très bien équipé pour ça. Mais si en fait, étant une Ferrari, je décide de traverser le désert, je pense pas que ce soit le meilleur véhicule pour faire ça. Hein. Donc, et si ma vie c'est de traverser le désert et que je suis une Ferrari, il faut qu'on m'apprenne que ma vie elle est pas là. Si je veux me protéger, je dois changer de certains objectifs. Hein. Donc, si le poids social, le poids familial, le poids éducatif m'a amené dans une dynamique qui est pas la mienne, je vais m'auto-détruire. C'est une évidence. Beaucoup de gens sont dans ces dynamiques-là. Ce qui fait que tes Donc, consultations, elles durent beaucoup plus longtemps que les consultations d'un médecin généraliste classique. Parce que les généralistes aujourd'hui, quand on prend un rendez-vous, c'est 15 minutes à tout casser, et je suis d'accord avec toi que les questions ne vont pas dans les détails. Même parfois, on demande même pas ce que je fais, ce que je mange, mes habitudes. Donc toi, ton questionnement, il va beaucoup plus loin. Ça te prend beaucoup plus de temps. ben moi, au bout de 15 minutes, j'ai à peine commencé ma consultation, en fait. Je peux pas la conclure. Donc, la consultation, grosso modo, elle dure 1 heure. Elle peut durer 2 jours. Hein. J'ai matière à pouvoir garder quelqu'un 2 jours, mais ça, c'est pas matériellement, c'est pas réalisable. Et puis, trop d'informations tue l'information aussi. Hein. Mais en 1 heure, quand on a l'expérience, on arrive quand même à bien cerner la problématique, à bien examiner le patient. Il faut l'écouter, comme tu as pu comprendre, la part psychologique est importante, mais l'examen clinique, c'est la part physique aussi de la consultation. Donc on est à la fois, on est un tout. Ouais, je suis une médecine intégrative, donc je peux pas dissocier le soma de la psyché. Les deux sont liés, c'est le même organisme, c'est la même unité. En fait.
Donc on n'a pas une psyché d'un côté et un soma de l'autre. C'est forcément tout imbriqué. Toutes les maladies sont psychosomatiques. Elles ont toute une part de psychisme et une part de soma. Alors peut-être très psychique et peu somatique, ou peut-être très somatique et peu psychique, mais toutes les maladies ont ces deux composantes. Donc effectivement, ça, on peut pas gérer ça en 5 minutes, 10 minutes. Ça, il faut le temps, il faut mettre en confiance le patient, il faut qu'il y ait une relation qui s'installe, et puis il faut le temps de l'examen clinique. Quand en plus il y a des examens complémentaires, ça rajoute du temps intellectuel à la consultation, ou avec un gros travail de réflexion, parce qu'on fait aussi des travail d'interprétation de la prise de sang qui est assez long, parce qu'on va plus loin que la simple lecture, parce qu'on va relier les différents paramètres entre eux en fonction des règles de physiologie pour essayer de mieux comprendre la fonctionnalité du patient. Et tu fais ça parce que tu as été formé à l'endobiogénie. Parce que moi, récemment, enfin quand je dis récemment, il y a plusieurs mois, j'ai eu une longue période de fatigue qui a duré un petit moment et je n'arrivais pas à trouver de solution. Donc je suis allé voir un médecin généraliste. Elle m'a demandé de faire une prise de sang, donc c'est ce que j'ai fait. Et quand elle a vu le résultat, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit vos résultats sont bons, monsieur, je ne sais pas quoi vous dire. Je me suis dit, si même un médecin généraliste ne peut rien, pour moi, c'est comme un téléphone qui tombe en panne. Si j'appelle mon opérateur et qu'il fait toutes les manips qu'il a sur sa fiche et qu'à la fin il me dit, monsieur, je peux rien faire pour vous. En fait, qui peut m'aider dans ce cas? Et là, moi, je me suis intéressé à la biohacking et je suis parti dans une quête pour trouver ce qui allait pas. Et je me suis dit, si même les médecins généralistes aujourd'hui ne peuvent pas m'aider, et j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est tout le problème de la médecine par l'épreuve. Aujourd'hui, on est dans une vision médicale où il faut avoir la preuve des choses. Donc si on n'a pas la photo, si on n'a pas l'examen biologique, on n'est pas dans la preuve des choses, et donc ça n'existe pas. Donc on peut pas apporter de solution. La clinique, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est de l'art, c'est pas quelque chose qui est de la technique. Donc c'est pas forcément deux médecins sont pas forcément capables de trouver les mêmes signes, parce qu'il faut être formé à ça, il faut avoir de l'expérience. Donc c'est des choses qui ne rentrent pas dans la preuve, si tu veux. Et la médecine d'aujourd'hui, elle est tellement bornée sur la portée de la preuve que quand il y a rien, ben ils disent je sais pas quoi faire parce qu'on leur a pas appris ce qu'il faut faire. Or les preuves elles sont là, sauf il faut simplement les chercher, elles sont beaucoup moins visuelles qu'on pourrait l'imaginer. Donc sur ta prise de sang, moi je vais regarder, elle est normale, tous les paramètres sont normaux. Donc là je suis avec Claude Bernard. Claude Bernard, c'est lui qui a déterminé le concept de l'homéostasie, et c'est grâce à lui qu'on a des normes sur une prise de sang. Donc quand l'examen qu'on a mesuré est dans les normes, c'est que tu es dans un bon état d'équilibre. Quand il est hors des normes, c'est que tu es dans un déséquilibre. Ce déséquilibre, il signifie une maladie. Donc si tu n'as pas assez de globules rouges, c'est que tu as une anémie qui s'installe. Voilà. Après, il y a plusieurs maladies qui peuvent être la cause de ça. Donc, on fait d'autres examens. Mais si les globules rouges sont normaux, si tout le restant est normal, on va te dire, il y a rien, t'as rien, donc c'est dans la tête que ça se passe. Donc, va voir un psy. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, ça se passe forcément dans la tête, puis ça se passe dans mon corps. Et ma tête, c'est mon corps. Donc, on peut pas, voilà. Donc, s'il y a une fatigue, cette fatigue, elle peut être liée à plusieurs choses. Elle peut être liée au niveau fonctionnel de tes surrénales et à l'adaptation saisonnière que les surrénales ont eu du mal à faire au niveau de l'automne. On n'est pas dans la maladie, on est dans du fonctionnement, donc on ne trouvera pas de preuve de maladie. On n'est que dans de la fonctionnalité. Si cette fatigue, elle peut être liée aussi à la réactivité de ta thyroïde, parce que ta thyroïde aussi, elle s'adapte à la saison. La thyroïde va s'adapter dans le temps, alors que la surrénale va s'adapter dans l'immédiateté. Donc, si tu as besoin d'énergie le matin en te réveillant, c'est ta surrénale, mais si tu as besoin d'énergie dans la journée, c'est ta thyroïde. Et ces choses-là ne laissent aucune trace dans le sang? Ouais, tout ça, il n'y a aucune trace dans le sang, tout est normal. Et ta fatigue, elle peut être liée aussi à ta génitale. Donc, nos gonades qui sont pas que là pour la sexualité, hein, c'est vraiment une partie minime de la fonctionnalité de nos gonades. Nos gonades, c'est notre restauration. Elle gère la restauration de notre corps au quotidien. Elle nous répare en permanence. Et accessoirement, elle gère la restauration de l'espèce. Hein, donc on est dans des finalités les mêmes, mais pas sur les mêmes niveaux. Et la gonade, une fois qu'on a fini de grandir et qu'on a fait notre puberté, on arrête de grandir. Donc la croissance qui est gérée par un autre axe, qui est l'axe somatotrope, il ne s'arrête pas, mais il arrête son programme de croissance
Et il passe le relais à la génitale en disant, bah, ça y est, moi j'ai construit l'immeuble, à toi d'entretenir les peintures, les tapisseries, les tuiles, les vitres à changer, de l'huile à mettre dans les gonds des portes, et ça, tu fais ça toute ta vie. Et c'est tes glandes génitales qui font ça. Et donc, cette génitale, elle t'apporte aussi une énergie, qui peut être sexuelle, mais qui peut être simplement l'énergie de vie, tout simplement. Donc, si t'as un défaut fonctionnel dans un de ces trois axes, il y a une fatigue qui s'installe. Et elle n'est pas forcément pathologique, sauf qu'elle te bouffe la vie et qu'elle t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Donc là, on n'est pas dans de la pathologie. Sauf que si tu es dans un dynamique, tu es fatigué, que tu luttes contre ça, et que tu prends de mauvaises attitudes pour lutter contre cette fatigue, eh bien tu vas épuiser un axe endocrinien, et là tu vas faire apparaître, émerger une maladie éventuellement. Ça peut mettre 10 ans, hein. C'est pas, la prévention, c'est sur du long terme. Oui, c'est que Après, ça peut être ton système neurovégétatif qui est en dysfonctionnalité. Donc, si tu as un parasympathique qui est très fort parce qu'en fait, tu manges très très mal et tu fais de la malbouffe au quotidien avec plein de graisse cuite, plein d'alimentation industrielle, tout ça, tu fatigues le travail digestif de ton pancréas. Ça fait monter en tonus le parasympathique. Et le parasympathique, ça te fait pioncer à mort toute l'après-midi parce que t'as mangé trop vite sans mâcher, sans saliver. T'as gloutonné à midi parce que tu avais une réunion et que tu avais quelque chose à vendre et tu as discuté avec tes partenaires, donc tu as englouti ton repas, t'as pas mâché, t'as pas salivé, mais ton pancréas après il faut qu'il digère ça, hein. Donc t'as un énorme travail à faire. Ton pancréas c'est à peine gros comme ça, et ce petit truc là, ça te fabrique 2 litres de bicarbonate par jour, entre autres. Ça te fabrique toutes les enzymes de la digestion et ça te fabrique l'insuline et le glucagon. Donc c'est la glande centrale qui va réguler ton interface avec le monde pour que tu ailles chercher l'énergie dans le monde pour te construire et te réparer. Donc ça, il faut de l'énergie pour que ça fonctionne. Et l'énergie, c'est le parasympathique qui lui donne. Et le parasympathique, il induit l'endormissement. Il induit le coup de pompe qu'on peut avoir dans l'après-midi. Il induit le fait que le matin, on n'arrive pas à se réveiller parce que il est en sursollicitation constante. Il induit que le soir, on n'arrive plus à s'endormir parce qu'on a lutté contre toute la journée. Donc le soir lui-même, il est épuisé, donc il peut plus nous permettre de nous endormir le soir. Et on peut entraîner des fatigues comme ça au long cours. Est-ce qu'il y a plusieurs types de personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont en forme le matin et des personnes qui sont plus endormies le matin? Est-ce qu'on peut distinguer différentes personnalités? Parce que moi, je lis dans plusieurs livres qu'il faut se lever à 5 heures du matin. Pour moi, se lever à 5 heures du matin et faire du sport le matin, c'est une torture. Alors que là, on dirait que c'est une règle pour tout le monde. Non. Et c'est ça, c'est le problème, c'est de mettre mettre de l'absolu pour tout le monde, mais on fonctionne pas tous pareil. D'abord, on n'a pas tous la même génétique. Déjà, il y a des garçons, il y a des filles, donc on a déjà des fonctionnalités différentes. Les filles, elles ont leur cyclicité qui modifie beaucoup de choses. Nous, on est dans une certaine linéarité de fonctionnalité, donc c'est pas les mêmes énergies dont on a besoin. On n'a pas les mêmes performances au même moment. Et c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Ça, c'est une bêtise inconsidérable de voir les choses comme ça. On est différents, c'est tout. Et puis il y a des gens qui vont avoir effectivement un parasympathique très fort dans leur structure. Donc c'est des gens qui sont un peu comme moi j'aime bien les voir un peu comme des bulldozers qui marchent au diesel. Donc c'est très dur à démarrer, faut laisser chauffer le moteur un bon bout de temps, mais une fois qu'ils sont partis, on les arrête plus. Hein. Mais par contre, le matin, faut pas leur parler, ils sont pas accessibles, ils sont grognons, ils font sonner 10 fois le réveil pour sortir du lit, tant qu'ils n'ont pas déjeuné, tant qu'ils n'ont pas pris leur douche, tant qu'ils sont pas arrivés vers 11h, voire même 13h de l'après-midi, ils sont pas abordables. Et puis après, ils éclatent tout le monde toute la journée. Après, il y a ceux qui ont un para qui est normal, mais qui ont un alpha sympathique qui est extrêmement puissant, avec un bon bêta derrière. Donc ça, c'est les gens, le réveil, il a même pas sonné, qu'ils sont déjà debout, quoi. Ils sont déjà debout habillés, et le réveil, il commence juste à sonner. La journée est déjà commencée. Alors eux, ils vont faire du sport tout de suite le matin, parce qu'ils ont tellement d'énergie qu'il faut évacuer ça pour tempérer, et après, ils affrontent une belle journée. Ouais, c'est pour ça, en fait, que les phrases toutes faites ou ces conseils qui ont tendance à être, à vouloir s'adresser à tout le monde, on finit par créer soit du burn-out, soit on crée des gens qui sont frustrés. Parce que quand tu entends dans un livre, du début à la fin, qu'il y a des études scientifiques, il faut se lever à 5 heures du matin, il faut faire du sport, il faut faire ci, il faut faire ça, et toi tu dis, mais moi je suis incapable de faire ça, forcément ça crée une certaine frustration, sauf si t'es passé par là et t'as un peu d'expérience, et tu dis non, ça c'est un conseil qui s'applique à celui qui a écrit le livre. Moi je suis différent, j'ai un mode de vie qui est différent, j'ai trouvé celui qui me correspond.
tout à fait. Mais en fait, c'est pas que j'ai un mode de vie différent, c'est que j'ai une structure différente. Et mon mode de vie peut aggraver ou améliorer la fonctionnalité de ma structure. Donc c'est là-dessus où on peut écrire un livre et puis donner les bons conseils. Mais si tu donnes des conseils effectivement qu'il faut se lever de bonne heure et faire du sport tout de suite à tout le monde, ben effectivement tu vas mettre des personnes en difficulté, tu vas être générateur de stress et de pathologie. Donc ce sont des mauvais conseils. Alors que le conseil en lui-même, il est très bien quand il est adapté à la personne à laquelle il convient. Donc voilà, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. En fait, on est D'accord. tous différents les uns des autres. Il y a même les jumeaux, même les vrais jumeaux sont différents. Ils sont différents parce que ils ont, ne serait-ce que par le moment de leur naissance, ils ont vécu un stress différent. Et que ce stress de naissance va conditionner énormément de choses dans le fonctionnement de notre surrénal, entre autres, et notre activité aux agressions de l'environnement. Donc même les jumeaux, même si avec les vrais jumeaux avec le même programme génétique, vivant dans la même famille, vont avoir en fait une fonctionnalité différente, très semblable, mais différente. Si tu veux, moi j'ai 2 jumelles, des vieilles dames qui ont une vie, voilà, elles ont leur vie, sauf que elles sont restées habitées à côté de leur maman, donc il y en a une qui habite la maison de droite et l'autre la maison de gauche, hein, et puis la maison de la maman elle est au milieu, donc je veux dire c'est vraiment un environnement très protégé, on pourrait dire qu'elles ont le même environnement. Il y en a une, elle a fait plein de kystes à la thyroïde et un cancer au sein, et la sœur, elle a fait plein de kystes au sein et un cancer à la thyroïde. Donc on a les mêmes organes de faiblesse, sauf que leurs histoires de vie ont fait que l'une a développé la problématique sur une glande et l'autre sur l'autre. Enfin, la plus grosse problématique. Voilà. Et ça, c'est intéressant quand on le voit. Donc ça veut dire que même en étant censé être similaire, on est quand même différent. Donc on est tous dans la différence. C'est Mais ça aussi la difficulté. il faut respecter cette différence. Il faut respecter cette différence et à partir de là, quand on accompagne les gens, quand on fait du coaching comme toi, quand on est médecin, quand on est soignant, eh bien il faut prendre conscience que la personne qui est devant nous, elle a une fonctionnalité et il faut l'optimiser dans sa fonctionnalité. Il faut pas lui mettre des, des angoisses ou des peurs parce qu'elle est incapable de faire quelque chose qu'on lui demande de faire. Il faut s'adapter à ça. Ouais, parce qu'on est tous différents. Et c'est ça aussi la difficulté. Quand tu lis les livres, à une époque, je m'intéressais énormément à la nutrition. Et tu peux lire 2 livres d'affilée, ils disent exactement l'opposé. Et pourtant, les 2 livres, ils vont trouver des études scientifiques qui prouvent leur point. Et c'est ça qui dure. Il y en a un qui va dire le régime carnivore, imaginons, c'est ce qui marche, et voici toutes les études, vous ne devez manger que de la viande. Et il y en a qui le font, et qui se portent très bien. Et il y en a qui vont dire, non, la viande, tu dois absolument pas toucher, c'est le régime végétarien, et voici toutes les études qui prouvent que, non pas, là, je donne juste des exemples, je ne prône ni l'un ni l'autre, juste pour te montrer que parfois, tu peux lire plusieurs études sur la nutrition, et je pense que ces livres, ce qui loupent, c'est que on peut pas juste généraliser ça à tout le monde, mis à part si on fait une étude sur les 7 milliards de personnes sur Terre. Ouais, et puis déjà, bon courage pour faire l'étude. Euh, Ça veut dire que si tu fais l'étude sur les 7 milliards d'individus sur Terre, tu n'as pas enlevé tous les biais et tu n'as pas sélectionné la population qui t'intéresse. Et quand tu fais une étude, tu sais que on étudie qu'une population particulière. Et personne va voir les critères d'inclusion et d'exclusion d'une étude. Avant de lire une étude, il faut aller voir les critères d'inclusion et d'exclusion. Voilà. Et là, on peut après parler de l'étude. Autrement, parler que des conclusions de l'étude et extrapoler ces conclusions à l'ensemble de la population, c'est une erreur scientifique fondamentale. D'accord. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour le faire, ni d'avoir fait médecine. Je veux dire, dès qu'on est en terminale, qu'on a fait un peu de science, on comprend ça. Hein. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et est-ce que on pourrait parler des 4 niveaux d'endobiogénie, sans forcément Ouais. trop rentrer dans le détail? Je ne sais pas si c'est faisable dans un podcast. Il y a là, je lis, c'est devant moi, il y a le traitement symptomatique. Symptomatique. J'ai fait une sortie longue cet après-midi, là, de course à pied, c'est pour ça que le cerveau il est un peu ralenti. Le deuxième niveau, c'est le drainage. Après, il y a Oui. le niveau neurovégétatif. Et le dernier niveau, c'est le niveau endocrinien. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ces termes sans forcément rentrer dans le détail, ou est-ce qu'on les fait les uns après les autres? Moi, je vais t'expliquer ça. C'est simple en fait. Le symptomatique, c'est soulager un symptôme. Donc c'est toute la phytothérapie de la tradition, par exemple.
c'est toute l'allopathie actuelle. C'est-à-dire que quand on est resté dans le symptomatique, si on n'était que dans la tradition, l'observation, et avec le peu de connaissances qu'on avait avant, et pourtant quand on lit la tradition, il y a énormément de savoir. Hein, pas avoir de termes péjoratifs dans ma bouche quand je parle de la tradition. J'ai un énorme respect pour la tradition. Il y a énormément de savoir avec des outils qu'on n'avait pas aujourd'hui. Et quand on se rend compte de certaines préparations qu'ils pouvaient faire, on est un peu scotché de ce qui était le niveau de compréhension de la physiologie de l'époque. C'est les remèdes de grand-mère, ce dont tu parles. Ouais, c'est ça. Mais D'accord. c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais moi je fais un travail avec le Mexique qui est important et, et je travaille avec des médecins anthropologues au Mexique, donc des anthropologues ils s'intéressent à la tradition chamanique si tu veux. Donc quand tu vas voir un chaman du Chiapas, il a dû savoir. Le Mexique est pas un pays très particulier parce que c'est un entonnoir de migration. En Amérique, les migrations se sont faites du nord au sud. Et donc au Mexique, il y a des endroits où il y a plusieurs ethnies qui sont les unes à côté des autres, qui vivent entre elles depuis des millénaires. L'espagnol n'a été que le dernier des colons, hein, mais c'est un pays qui a toujours été en colonisation. Eh bien, quand tu vas voir les chamans du Chiapas et que tu analyses de façon anthropologique leur savoir sémiologique, eh bien, tu as de la sémiologie inca, tu as de la sémiologie maya, tu as de la sémiologie niawak et tu as de la sémiologie européenne du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'ils ont intégré tout ce savoir et ça c'est le savoir de la tradition. Et ils ont des remèdes qui vont avec. Donc chez nous, on a des remèdes de grand-mère. C'est une façon péjorative de parler de notre tradition. Parce que la transmission, c'est péjoratif parce que le remède de grand-mère, ça veut dire les remèdes de bonne femme, l'épice mémé, des choses comme ça. Hein. T'as des gens qui sont dans ces vocables-là. Les remèdes de bonne femme, c'est une mauvaise traduction de bona fama, hein, qui veut dire bonne formule. D'accord. Voilà. Donc en fait, tout ce travail de la tradition, qui existait jusqu'avant la Première Guerre, hein, quand même. Donc on n'avait qu'un usage de plantes médicinales à l'époque. Et quand tu regardes les vieux codex qu'on avait au début du siècle dernier, c'est que de la plante que tu as dedans, tu as très peu de chimie. Bon, il y a des limites à ça. Et ces limites font que il y avait des maladies qui étaient extrêmement mortelles, il y avait des épidémies qu'on savait pas gérer, il y avait des choses comme ça. Donc on a commencé, dès qu'on a commencé à savoir faire un peu de chimie et un peu de synthèse, on a commencé à aller chercher dans les plantes des principes actifs. Et on a commencé à résumer la plante à un seul principe actif. Et on a concentré ces principes actifs. Donc d'abord on a fait de la phytochimie, donc on a extrait la chimie elle est naturelle, c'est la nature qui fait, mais on va extraire des molécules et on va les concentrer. Alors on a fait des premiers médicaments comme ça, et donc on a une puissance d'action plus forte. Donc sur le symptôme on va taper plus fort. Et puis comme c'était pas suffisant, on a carrément fait de l'extraction de synthèse des plantes et on a concentré aussi les effets. Et du coup on a des outils qui sont extrêmement puissants. Donc on a pu régler des choses que de façon symptomatique, effacer des symptômes. Donc c'est tous les anti-hypertenseurs, les antibiotiques, les anti-urémiants, les voilà, il y a plein d'anti dans nos machins. Donc tout ça c'est des outils du symptôme. Pourquoi il faut traiter le symptomatique? Parce qu'il faut soulager le patient. Le patient il a une plainte, il a une souffrance, et on va pas le laisser dans sa souffrance. Voilà, il faut soulager cette souffrance. Donc il y a des outils. En endobiogénie, on va privilégier la plante médicinale pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais c'est pas suffisant. Parce que si c'était que revenir sur la plante médicinale, ce serait refaire simplement un retour en arrière et on serait pas dans le progrès. Mais le progrès, c'est qu'entre-temps, on a compris le fonctionnement du vivant, le fonctionnement de l'être humain, sa physiologie, justement, ses différents fonctionnements d'organes. On a des outils d'analyse, d'examen biologique, de radiologie, de choses comme ça qui peuvent nous permettre d'améliorer notre savoir. Donc à partir de là, on peut avoir une vision plus intégrative de la plante par rapport aux symptômes qu'on va soigner. Donc déjà, on met de la performance dans l'usage symptomatique. Mais c'est pas suffisant. Donc si on veut augmenter l'effet thérapeutique, on va s'intéresser très vite au drainage. Alors le drainage, c'est une notion que certains médecins classiques ont du mal à accepter. Pour autant, le drainage, c'est la capacité de réguler l'état congestif de l'organisme.
C'est quoi l'état congestif? Eh bien, c'est le temps de contact qu'il y a entre le liquide extracellulaire et les cellules pour que celles-ci puissent se nourrir, extraire leurs nutriments, faire leur travail d'usine cellulaire et redéposer dans cet espace le produit fini, mais aussi les déchets. Voilà. Et ce liquide, eh ben, c'est comme de l'eau dans une rizière. Hein, si le riz pousse pas en plein milieu d'une rivière, il pousse pas en plein milieu d'un fleuve, il y a trop de courant, il va pousser naturellement dans les méandres. Et l'homme a créé les rizières qui sont des méandres en fait organisés, où on amène de l'eau, on la laisse stagner, puis après on enlève cette eau. Si on laisse l'eau trop longtemps, ben, le riz va pourrir sur pied, donc il faut drainer cette eau. Ben, dans nos cellules, c'est pareil, on a nos artères qui amènent du sang. Ce sang va sortir des artères au niveau des artérioles, va faire le liquide extracellulaire, et les cellules vont baigner dans ce jus, extraire leur principe nutritif, faire leurs produits, le déposer devant la porte, ainsi que leur poubelle, et après il faut que ce liquide reparte, autrement tout ça s'accumule et il n'y a pas beaucoup de finalité. Donc ça, quand le liquide met du temps à se drainer, à s'évacuer, eh bien on a des toxines qui s'accumulent, il y a de la souffrance d'organes. Donc le drainage va avoir une action pour améliorer ce temps de contact et surtout faire en sorte qu'il ne dure pas trop longtemps. Donc cette notion de drainage est importante parce que la congestion, qui est ce temps de contact physiologique, c'est le nid de l'inflammation. Et l'inflammation, elle est physiologique au démarrage. Elle est là pour réparer, pour amener sur place des éléments destructeurs qui vont détruire ce qu'il faut nettoyer et amener des éléments réparateurs qui vont aller évacuer ces déchets et permettre la réparation. Le problème, c'est que l'inflammation, quand elle s'installe trop, elle devient pathologique. Donc c'est celle que le commun du mortel comprend quand on parle d'inflammation. Mais l'inflammation, avant tout ça, elle est physiologique. Et quand elle devient pathologique, c'est rougeur, chaleur, douleur, c'est le classique, hein, tumeur, c'est-à-dire une boule. Tout ça, c'est l'inflammation. Bon, si on veut pas qu'il y ait d'inflammation, comme la plupart des maladies dégénératives sont liées à l'inflammation, il faut réguler l'état congestif pour que l'inflammation n'ait pas les moyens de s'installer. Donc c'est Et pour ça comment que on le pourrait faire drainage ça? est important. Et le drainage, eh ben, c'est la deuxième étape après le symptomatique. Et puis, c'est pas suffisant. Attends, juste avant de Malheureusement. passer à la suite, nous, Ouais, comme un mortel, comment on pourrait faire pour améliorer le drainage dans notre corps? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut manger? Est-ce qu'il y a des habitudes qu'on peut mettre en place? il y a plein de choses à faire. La première étape pour faire un bon drainage, ben c'est toutes les tisanes, par exemple, qu'on peut consommer régulièrement. Quand tu prends une camomille, par exemple, après un repas, tu vas faire tout un drainage du réseau splanchnique et tu vas favoriser une évacuation après par les reins des toxines que tu as pu nettoyer à ce niveau-là. Quand tu prends de l'aubier de tilleul, qui est une tisane que j'adore et que je donne dans toutes les pathologies lourdes où il y a des traitements chimiques lourds, donc où il y a une surcharge fonctionnelle du foie, qui parfois impose l'arrêt du traitement chimique alors qu'on a besoin de le faire parce que autrement l'organisme est en péril. Et bien quand tu draines le foie pendant ce temps-là avec de l'aubier de tilleul, tu vas avoir un drainage doux qui va nettoyer le foie, mais qui va nettoyer aussi l'intestin, la peau, les reins, et protéger beaucoup l'organisme des toxines qui sont créées par le médicament, mais aussi par l'effet du médicament. Hein. Donc voilà, l'aubier de tilleul c'est bien. Le simple fait de boire de l'eau, ça permet de faire du drainage. Hein, si tu bois pas assez d'eau, ton organisme il va fabriquer beaucoup d'aldostérone, il va favoriser la rétention d'eau dans les tissus, et ça c'est pas bénéfique. Les femmes qui juste avant leurs règles elles sont très congestionnées du bassin, elles savent ce que c'est les femmes, hein, la congestion, elles la connaissent très souvent une fois par mois, et cette congestion qu'on a dans le petit bassin va augmenter les douleurs avant les règles, après les règles. Donc dans ces moments-là, l'aubier de tilleul est une plante qui est très intéressante pour lutter contre cette congestion-là. Et t'as plein de plantes, hein, je m'arrête sur deux, trois, mais D'accord. on peut utiliser la chenille, on peut utiliser l'ortie, on peut utiliser le pissenlit, on peut utiliser voilà, plein de choses, le radis noir, on peut utiliser l'artichaut, voilà. Ça Il y a marche. plein de plantes Principalement des fluides. sur la vésicule biliaire qui sont cholagogues cholérétiques, donc vont favoriser la fabrication de bile et l'évacuation de la bile. T'en as d'autres qui vont agir sur les robinets. Donc t'as un robinet qu'on appelle le sphincter d'Oddi qui, s'il est fermé, ben la bile peut pas se déverser dans l'intestin. Donc t'as la fumeterre par exemple qui va ouvrir ce robinet tout simplement. Donc elle draine tout simplement parce qu'elle améliore la circulation des choses. T'as plusieurs façons de drainer en fait.
D'accord. C'est lequel de tes livres qui détaille tout ça? Bon, je crois que j'en parle un peu dans tous. C'est tellement important. Dans Se soigner toute l'année naturelle, j'en parle. Sur l'alimentation anti-cancer, j'en parle, parce que c'est un moment, le cancer étant une maladie inflammatoire, le drainage est important. Dans Objectif Santé, avec les cures alimentaires, j'en parle aussi. Dans le dernier livre qu'on a fait avec Anne Guéquière, les remèdes phyto, j'en parle aussi de ça. Ouais, c'est une nécessité. Et c'est souvent de façon traditionnelle, ça se faisait beaucoup le drainage aussi. Hein. Je veux dire, le simple fait de boire un bouillon quand on est malade, c'est aussi faire un drainage et apporter des nutriments et mettre au repos notre système digestif. Comme ça, on peut répondre au rhume qui est en train de nous envahir. On met pas toute l'énergie dans la digestion. Voilà, la notion de drainage, voilà. Si t'as un simple rhume, avant, nos grands-mères nous mettaient au bouillon et on mangeait rien de solide. Aujourd'hui, on donne steak frites parce que le petit, il faut qu'il reprenne des forces, mais c'est une catastrophe parce qu'on surcharge son pancréas, donc du coup, on augmente son niveau de parasympathique, donc du coup, on augmente son état congestif, ORL, pulmonaire, et du coup, on installe l'inflammation et la maladie. Oui, alors qu'il a besoin de repos, le système digestif a besoin de repos dans ces cas-là. Tout à fait. Mais on a besoin de nutriments, donc il faut apporter les nutriments les plus faciles à assimiler. Et un bouillon de légumes, c'est top. On va jamais être carencé en mangeant 3 jours de bouillon de légumes. Faut arrêter aussi. Voilà, les carences s'installent sur plusieurs mois. D'accord. Donc voilà, le drainage, ça va avec une alimentation plus légère, puis ça va avec des plantes qui vont te aider tes poumons aussi. Si on draine aussi les poumons, hein, voilà, on draine ce qu'on appelle les émonctoires. Donc les poumons, l'intestin, le foie, le pancréas, les reins et la peau. La peau étant le dernier des émonctoires, et toutes les pathologies de peau sont souvent liées à une surcharge des autres émonctoires. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, on reste avec le symptomatique et le drainage, on reste dans de la médecine traditionnelle qui était liée beaucoup à l'observationnel, donc beaucoup à la clinique, mais qui était limitée dans le pouvoir des plantes, si tu veux. Mais la science d'aujourd'hui nous a appris la compréhension du système neurovégétatif, nous a appris la compréhension du système endocrinien. Et donc, quand on commence à comprendre comment fonctionne le patient qui est devant moi, au niveau neurovégétatif, eh bien, je vais mettre en place un niveau de traitement qui va agir sur le niveau système neurovégétatif. Et il y a plein de plantes qui travaillent sur le système neurovégétatif. Des plantes comme la lavande, des plantes comme le thym, comme le romarin, comme la cannelle, comme la sarriette. Donc c'est des plantes communes, hein, le clou de girofle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin les plantes. Elles sont communes, elles sont dans nos cuisines et on peut réguler le neurovégétatif avec ça. Donc il est très commun, par exemple, quand tu as un rhume et une inflammation, on te donne du thym ou du romarin. C'est des plantes anti-infectieuses. Et alors pourquoi on va choisir le thym ou le romarin? Quand on fait que du symptomatique et du drainage, on n'a pas de raison de choisir l'un ou l'autre. On prend le premier qu'on a sous la main. Quand tu fais du neurovégétatif, tu vas savoir que le thym, il va freiner le parasympathique, alors que le romarin, il va stimuler le parasympathique. Donc, ton patient, qu'on a vu tout à l'heure, qui arrive pas à se lever le matin, qui fait la sieste après tous les repas, eh bien lui, on lui donnera plutôt du thym. Par contre, celui qui se lève à 5 heures du matin, qui commence à faire son sport, il aura peut-être plutôt besoin de romarin, dans ce cadre-là. Donc, tu vois, déjà, là, on va affiner le choix de la plante qu'on va utiliser. Et puis là, je prends un exemple très simple, mais voilà. Donc, dans la liste des plantes symptomatiques, on va aller chercher la plante qui peut avoir le meilleur profil neurovégétatif. Et neurovégétatif, en fait, ça veut dire quoi exactement? Alors, le système neurovégétatif, c'est le système nerveux qui permet à ton organisme de fonctionner de façon basale. C'est-à-dire que quand tu es dans le coma, quand tu as attrapé un accident de moto, que tu as détruit ton cerveau et que tu es en réanimation, eh ben tu respires quand même, tu digères quand même. Voilà. Et ça, c'est ton système neurovégétatif qui gère ça. Ça marche. Voilà. Donc, tu peux avoir un impact conscient sur ta respiration, mais la plupart du temps, tu réfléchis pas que tu es en train de respirer. Donc ça, c'est le neurovégétatif qui est ça. Avoir un impact conscient sur ta digestion, ça, il faut être très très fort, je pense, pour pouvoir. Hein, en fait, il y a beaucoup d'inconscient dans la digestion, mais c'est tout le neurovégétatif, il est là. Sur les battements de ton cœur, tout ça, ça dépend aussi du neurovégétatif. Certains yogis arrivent à manipuler ce système-là, mais je pense qu'il y a des années d'entraînement derrière. Voilà.
Alors déjà avec la cohérence cardiaque, c'est une façon consciente, la cohérence cardiaque, qui te permet d'avoir une action directe sur la gestion de ton système neurovégétatif. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres méthodes qui permettent de faire ça. Et effectivement, le travail des yogis, c'est ça. Hein, je veux dire, ces gens qui ont une maîtrise très profonde d'eux-mêmes, c'est un apprentissage de cette fonctionnalité-là. Ils savaient pas forcément sur quoi ils jouaient. Ils avaient, enfin, quand tu vois la médecine chinoise, par exemple, là, les yogis, c'est en Inde, mais je veux dire, la médecine ayurveda, c'est des médecines qui ont plusieurs millénaires. Et quand tu vois la compréhension du fonctionnement de la peur décrit par les Chinois et qui te mettent la peur dans le rein, quand tu sais que la science moderne a déterminé que la peur, c'est de l'adrénaline, et que l'adrénaline, c'est fabriqué par la surrénale, qui est la petite glande posée sur le rein, et que tu sais que cette glande, quand tu as fait de la dissection, elle est tellement liée au rein que tu peux très bien imaginer qu'il y a 4000 ans, ils aient eu du mal à distinguer que cette glande était séparée du rein. Mais en attendant, ils avaient compris il y a 4000 ans que c'était à cet endroit-là que se trouvait la peur, que se trouvait l'adrénaline. Donc, faut être fort quand même, je veux dire. Hein C'est sûr, on ne sait pas voilà, comment ils ont découvert tout ça. on sait pas. Ben, ouais, beaucoup d'observations, beaucoup de choses. Donc, faut beaucoup respecter la tradition. Et dans la tradition, il y a des choses qui ont pas de sens, qui ont un sens symptomatique rapide, comme le lait de poule, par exemple. C'est le lait de poule, c'est tu casses un œuf dans du lait, tu vas bien et tu vas boire ça et tu prends ça quand tu es malade. Alors c'est bien parce que c'est bien quand tu es dans une population dénutrie, parce que tu apportes des nutriments. Et souvent quand t'as un rhume ou t'es patraque, quand t'es dénutri, le fait de te renourrir quelque part, ça fait du bien. On n'est plus dans des populations dénutries de nos jours, enfin, dans notre monde occidental. Donc le lait de poule de nos jours, qui a traîné dans les traditions de nos grands-mères, arrière-grand-mères et arrière-arrière-grand-mères, n'a aucun intérêt aujourd'hui. Au contraire, il va plutôt alourdir le travail du pancréas, il va tout ça. Donc faut sortir. Voilà, c'est du symptomatique qui a pas de sens physiologique. Comme utiliser un sirop qui est bourré de sucre, c'est du symptomatique qui a pas de sens physiologique. Parce que si tu mets du sucre alors que tu es en train de faire une infection bactérienne, les bactéries adorent le sucre, donc ton sirop il va soulager ta toux, mais il va pourtant entretenir ton infection. Donc ça, moi je prescris jamais de sirop dans une toux. Moi je suis dans les tisanes par exemple pour ça. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail neurovégétatif. Le sucre influence beaucoup le parasympathique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et il faut déterminer, en fait, comment tu fonctionnes au niveau neurovégétatif. Et tu peux fonctionner d'une certaine fonction à un certain moment de ta vie et fonctionner différemment à un autre moment de ta vie. Ah, ça évolue en Le fonction matin, de l'âge. voilà, en fonction de l'âge et puis en fonction de la chronologie dans la journée aussi. Tu peux avoir des prédominances au matin et une prédominance autre le soir. Et parce qu'on est dans la relativité, c'est-à-dire là je te parle d'Einstein, mais en fait en médecine et en physiologie, tu es dans la relativité. Tu as toujours une balance et un rapport de force entre deux événements. Et comme je dis toujours, 1 sur 1 ça fait 1, mais 1 million sur 1 million ça fait 1 aussi. Donc ce qu'il faut déterminer, c'est quelle est la puissance qu'il y a au niveau du dénominateur et du numérateur pour savoir où se trouve le problème. Quand tu dérapes en étant sur 1 million sur 1 million, bah, ça fait beaucoup plus mal que quand tu dérapes t'es que sur 1 sur 1. Oui, c'est Voilà. sûr. Donc, tout ça, c'est la compréhension du fonctionnement neurovégétatif entre le parasympathique, qui est le tonus de base de l'organisme, et si tu étais une cocotte minute posée sur le gaz, le parasympathique, il va gérer l'intensité de la flamme qu'il y a sous la cocotte. Donc ça, c'est le tonus de base. Donc si tu n'as pas assez de flamme sous la cocotte, ben, tu monteras jamais en pression. Donc les gens qui ont un parasympathique faible, c'est des gens qui sont beaucoup dans le repli sur eux, qui sont dans une mauvaise image d'eux-mêmes, qui peuvent être dans un certain état entre guillemets dépressif, qui sont débordés par tout ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas le tonus de base qu'il faut. Voilà. Donc si tu as un parasympathique trop fort, ben on les a exprimés tout à l'heure, c'est des gens qui se font envahir par ce tonus et qui vont, comme le parasympathique induit l'endormissement, qui vont être dans cette certaine fatigabilité. Donc faut avoir le bon tonus de parasympathique, le bon niveau de flamme sous ta cocotte minute. Et dans ta cocotte minute, tu vas faire monter la pression. Et la montée de la pression, c'est le système orthosympathique. Et cette première partie du système orthosympathique, c'est l'alpha sympathique qui prépare l'action. Donc tu as la montée en pression qui va mettre la pression dans la cocotte minute. Mais la soupape, elle tourne pas encore. Il faut une montée en pression supplémentaire pour que la soupape se mette à tourner. Et ça, c'est le bêta sympathique et ça, c'est la réalisation des choses. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a un tonus de base, il y a une montée en tension
et il y a une montée en tension supérieure qui se détruit par elle-même et qui permet la réalisation des choses et revenir à l'état initial. On est tout le temps comme ça. T'as des gens, ils préparent plein de dossiers, ils préparent plein de projets et ils aboutissent jamais. T'en connais des comme ça. Oui, oui. En tant que coach, t'en connais plein, je pense. Ben, c'est des gens qui n'arrivent pas à exprimer leur bêta sympathique. Donc ils montent en tension. Parfois ils peuvent être même très tendus intérieurement, tout ça. Et parfois ce sont des faux calmes. Parce qu'ils sont tellement en tension à l'intérieur mais ils montrent rien. Parce qu'ils n'expriment pas leur bêta sympathique. À côté de ça, t'as des gens, ils sont hyper colériques, ils explosent tout le temps, et une fois qu'ils ont piqué leur colère, pour eux c'est passé, tout le monde s'en est pris plein la tronche, et le gars qui a piqué sa colère, il a oublié 2 secondes après. Ça, c'est des bêtas qui sont très forts, et ils explosent. Alors ces gens-là, qui ont un bêta fort, c'est des gens qui vont faire des sports extrêmes, qui vont sauter à l'élastique, qui vont faire du planage avec les capes, enfin des choses que personne ne fait, quoi. Hein, faut être extrême comme ça. T'as beaucoup de chefs d'entreprise qui sont avec un bêta fort. Faut avoir du bêta pour prendre l'initiative et prendre des risques. Et voilà. Et les gens qui sont dans les sports extrêmes, il y a beaucoup de gens qui meurent dans les sports extrêmes parce qu'en fait, ils cherchent cette limite-là. C'est le bêta qui t'amène un peu dans ces dangers-là. D'accord. Hein, donc, Là, faut en avoir du bêta, mais pas trop. on parle pas des Et mâles alpha et des mâles bêta. Ce sont des concepts qui sont bêta complètement différents. sympathique et Ouais. alpha D'accord. sympathique. Oui. Et comment on pourrait aider ces personnes-là? Est-ce qu'on dit, par exemple, quelqu'un qui va préparer plein de choses, moi j'en ai connu, hein, qui vont faire une formation, qui vont préparer leur site internet, qui vont avoir les cartes de visite, qui vont avoir les stylos avec le nom de leur entreprise et tout ça, mais ils passent jamais à l'action. C'est-à-dire qu'ils vont plus jamais démarcher des clients pour faire des conférences, ils vont jamais démarcher des clients pour faire du coaching. Comment, de ton point de vue, on pourrait aider ces personnes-là? C'est des gens qui ont un bêta qui est insuffisant. Et tu le reconnaîtras d'autant plus qu'ils ont un neurotransmetteur qui va aider à l'expression du bêta, qui est l'histamine. Donc c'est des gens qui ont souvent des allergies, qui sont souvent avec de l'urticaire, qui peuvent avoir des démangeaisons, qui peuvent avoir beaucoup de réactivité dans le ventre aussi. Donc la peur, il se dire moi je peux pas aller démarcher parce que j'ai une diarrhée pas possible et puis je peux pas avancer parce que le fait d'affronter ça me stresse trop. Pourtant j'ai tout et je suis un génie, j'ai super trouvé le bon truc et ça va cartonner mais j'arrive pas à le vendre. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Et ben ça c'est le bêta qui s'exprime pas. Pourquoi il s'exprime pas? Pour plein de raisons. Déjà il y a leur part à eux dans leur fonctionnement, puis il y a toute la part sociale. Il y a souvent des blessures narcissiques de la petite enfance qu'il faut aller chercher. Donc quand tu as eu un parent qui t'a tout le temps dit t'es nul, qu'est-ce que t'as fait là encore, c'est nul, voilà. Même des fois on peut dire ah je suis nul, voilà, c'est une expression qu'on peut avoir. Faut jamais se traiter de nul. Je veux dire on n'est pas nul, mais des fois c'est tellement ancré qu'on se rend même pas compte. Mais en se disant que je suis nul, qu'est-ce qui m'autorise à aller affronter, à aller voir l'autre, puisque tout de même je suis nul. Donc en France on a beaucoup le syndrome de l'imposteur. Ça fait partie de notre culture franco-française. Hein. Les Américains ont beaucoup moins de problèmes là-dessus. C'est vrai. Et c'est notre culture. Hein, quelle que soit notre religion, c'est notre culture qui est sous poids judéo-chrétien qu'on a pu avoir depuis plusieurs générations qui ont constitué notre culture à nous. Donc on est souvent... Il y a combien de brevets d'inventions françaises qui sont exploités par d'autres pays et pas par les Français? Il y a combien de Français qui sont dans la Silicon Valley? Pourquoi ils sont pas en France? Ça, c'est notre culture. C'est-à-dire qu'on a du mal à permettre l'expression du bêta sympathique dans notre culture. Voilà. Donc, si en plus on a une blessure narcissique, si en plus on est dans cette culture et qu'on n'a pas un bêta extraordinaire, et ben on va avoir du mal à vraiment être un chef d'entreprise qui va se réaliser. Donc, c'est tout ça qu'il faut débriefer. À la fois la partie psychique, la partie culturelle et la partie physique. Donc physiquement, on peut déjà les aider avec la cannelle. Par exemple, la cannelle, c'est une plante qui aide à débloquer le bêta sympathique. On peut les aider avec la lavande qui va permettre de tempérer un peu le parasympathique et l'alpha, ce qui permettra au bêta sympathique de s'exprimer plus facilement. Voilà. Autrefois, enfin pas autrefois, mais quand j'étais jeune étudiant en médecine, j'ai rencontré un ami de famille qui était cardiologue et qui travaillait à l'hôpital américain de Neuilly. Et il faisait les gardes de nuit. Et moi, j'étais tout jeune, hein, je faisais pas encore, j'étais juste externe, enfin, je commençais à peine, donc j'avais pas encore vu beaucoup de malades, si tu veux. Et il m'a invité à passer une nuit avec lui à l'hôpital américain en réanimation cardiologique. Et j'arrive, et puis il me dit, alors lui, il a couru après son train, lui, il a couru après son train, lui, il a couru après son train. C'était que des chefs d'entreprise.
À l'époque, tu sais, tu pouvais monter dans le train même quand il partait. Maintenant que le TGV, on peut plus, mais à l'époque, on pouvait courir. Bah, t'avais tous ces hommes d'affaires qui couraient et qui pétaient leur bêta sur le quai de la gare. Donc quand on va trop loin, le cœur il supporte pas et paf, c'est l'infarctus. Donc ça c'est voilà. Mais c'était souvent des gens qui étaient en suralimentation parce qu'ils faisaient beaucoup de réunions d'affaires, donc avec un surpoids, avec tout ça, et qui n'étaient pas dans une activité à faire du sport tous les matins, tout ça. Donc il y avait aussi un para fort, on va dire de base. Donc ce bêta sympathique, faut apprendre à le réguler parce qu'il est dangereux si on sait pas bien le réguler. Donc faut apprendre à être, faut apprendre déjà à avoir confiance en soi, avoir une bonne estime de soi et de pouvoir exprimer ce qu'on a à dire. C'est ce qu'on fait ce soir. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont du mal, ils ont un savoir immense, bien plus important que le mien, et pourtant ils ont du mal à pouvoir l'exprimer en public parce qu'il faut avoir appris à maîtriser son bêta sympathique pour faire ça. Donc moi j'ai travaillé pour ça. Longtemps, j'avais beaucoup de mal à prendre la parole en public, à m'exprimer, à avoir confiance dans ce que je disais. Donc il y a tout un travail qui se fait derrière. Donc toi en tant que coach, c'est un travail que tu peux faire aussi. Il y a des outils pour ça. Bien Et sûr. il faut oser affronter, puis apprendre, puis apprendre à gérer son émotion, son stress et tout ça. Donc un acteur qui monte sur scène pour faire une pièce de théâtre, ce qu'on appelle le track, c'est aussi la montée en puissance du bêta. Et ils me disent tous, ils se nourrissent de ça. Si tu vis de ton art et que tu adores monter sur scène, mais que tu vas pisser toutes les 10 minutes avant de monter sur scène ou tu as une diarrhée d'enfer à chaque fois et tu te pollues la vie à ce moment-là, mais une fois que tu es sur scène, hop, ils sont heureux. Ben tu peux, toi, en tant que médecin, leur apporter des petits outils qui vont faire en sorte qu'ils vont être beaucoup plus confort quand même avant d'arriver sur scène. Et puis il y en a beaucoup qui disent j'ai besoin de ce track parce que si je n'ai pas ce track je suis pas bon après parce que j'ai besoin de me mettre la pression. Il faut juste pas se rendre malade de cette pression parce Pour rester que si on se opérationnel. rend malade de cette pression un jour ou l'autre on va le payer cher en fait. Donc il faut que ça soit fluide. D'accord. Mais c'est vrai que ce track juste avant de monter sur scène c'est quelque chose qui est grisant quelque part. Et voilà, on aime ça une fois qu'on a goûté à ça et que voilà. Et il y a des gens qui aimeront jamais monter sur scène. Voilà, ben ça vient un peu de leur bêta sympathique. Ouais, c'est vrai que ça rend vivant, hein, cette sensation juste avant de faire, Voilà. même si c'est vraiment pas dangereux, hein, il y a personne, il y a pas un lion qui va nous sauter dessus, mais pourtant on a une sensation de danger juste avant de monter sur scène. Et, et le dernier niveau, le niveau endocrinien. Oui. Donc le nerveau endocrinien, c'est plus complexe. Mais c'est le plus important. Parce que tu vois, quand il y a eu le petit spermatozoïde qui a rencontré la petite ovule et qu'ils ont fusionné ensemble et qui t'ont créé, toi en tant qu'individu, tu étais à ce stade-là une seule cellule. Moi aussi, hein, d'ailleurs, nous tous. Et puis, très rapidement, cette cellule, elle s'est séparée en deux. On a eu deux cellules. Et très rapidement, ces deux cellules se sont séparées en deux, on est devenu 4 cellules. Alors déjà, quand tu es avec des amis, quand tu discutes avec un pote, un peu politique par exemple, ça peut chauffer un peu, mais tu arrives à t'entendre, à discuter. Alors déjà, quand tu es à deux, il peut y avoir un peu de tension, mais quand tu es à quatre, t'imagines le bazar que ça peut être. Mais au niveau des cellules, c'est pareil. Et ces cellules, si elles n'arrivent pas à s'entendre, elles peuvent pas se développer, elles peuvent pas se multiplier. Donc, il faut qu'elles communiquent entre elles. Et la communication à ce stade-là, très primitif de notre vie, cette communication elle ne peut être que d'ordre hormonal. Et en plus, c'est une communication importante à faire, c'est avec notre maman, pour lui dire oh je suis là, prépare-toi à m'accueillir, prépare-toi à ce que je vienne me nicher dans la muqueuse utérine et que je vienne chercher du nutriment que tu vas me donner. Donc dès la conception, j'envoie de l'information à ma maman pour lui dire que ça y est, je suis arrivé. Donc faut qu'elle m'accueille, et faut pas qu'elle ait ses règles. Si elle a ses règles, moi je pars avec. Hein. Donc si j'existe et que j'ai réussi à donner l'information et que ma maman elle a su garder sa muqueuse utérine le temps qu'il faut pour que je vienne me nicher dedans, et j'ai continué à donner de l'information pour dire je suis là et je suis encore plus là. Et cette information, c'est les bêta-HCG qu'on va doser pour dire il y a une grossesse ou pas, et on mesure la vitesse, l'installation de la grossesse en mesurant le taux de bêta-HCG, on peut savoir à quelle semaine on est. Hein. Donc c'est de l'information hormonale, c'est ça les hormones. Et quand on est au stade de deux cellules, il faut déjà qu'il y ait de la communication. Et quand on les observe, ces cellules, on se rend compte qu'elles se divisent en même temps. Donc elles se sont données un tempo. Et c'est maintenant qu'on se divise. Schlack. Et on en a 4. Et tout se fait comme ça.
Et là, on est encore sur un monde qui est très simple parce que toutes ces cellules, elles sont pareilles. Et on se multiplie comme ça jusqu'à un stade qu'on appelle la morula. Donc ça ressemble à une grosse mûre. Toutes les cellules qui sont pareilles, qui sont collées les unes aux autres. Et à un moment, il va bien falloir qu'on commence à transformer les cellules. Autrement, ça s'arrête là, l'histoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la différenciation. Et toutes ces cellules, elles ont le même programme génétique et pourtant certaines vont devenir la cellule de rétine, d'autres la cellule de foie, d'autres la cellule de cœur, d'autres la cellule de peau. Et tout ça, ça s'organise. Donc c'est l'environnement qui va influencer. On a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Mais c'est l'environnement qui va faire que à un moment donné, ce pôle-là va devenir la tête, l'autre va devenir les fesses, et on va s'organiser autour de ça. Et au début, on s'organise comme une crêpe bretonne, comme une galette à 3 couches avec la crêpe, le jambon blanc et puis le gruyère par-dessus. On a 3 couches comme ça. Et puis en grandissant, on va grosso modo petit à petit se tunneliser et puis former un sac. Donc la petite fossette qu'on a là, c'est qu'on a un menton qu'on voit bien chez toi. Hein. Ça c'est un signe de GH. Qu'on peut voir sur le sternum, qu'on va voir chez les femmes enceintes quand la ligne pigmentée sur le ventre, et puis jusqu'en haut de l'arrêt des fesses, ben ça c'est la cicatrice de la fermeture qu'on a eue. Voilà. Et tout ça, eh ben ça a permis à nos organes de se développer, et chaque couche a une importance. Il y a une couche qui a fait la peau, il y a une couche qui a fait les viscères, il y a une couche qui a fait le système nerveux. Voilà. À la 6e semaine de vie, le système nerveux, il existe. Donc pendant 6 semaines, il a fallu qu'il y ait de la communication sans qu'il y ait le système nerveux. Et cette communication, elle est obligatoirement endocrinienne. Ça peut pas être autrement. Et donc ce système endocrinien, il va s'organiser en 4 grands axes qui sont, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est l'axe qui gère la surrénale, qu'on appelle corticotrope, l'axe qui gère la génitale, qu'on appelle gonadotrope, l'axe qui gère la thyroïde, mais aussi tout le système immunitaire et le thymus, qu'on appelle thyréotrope, l'axe qui gère la croissance, et qui gère donc le foie, le pancréas, et qu'on appelle l'axe somatotrope. Voilà. Et cet axe, il s'organise en 3 niveaux. Un niveau central, hypothalamique et hypophysaire, ça c'est une petite glande qui est à la base de notre cerveau, qui sert de chef d'orchestre, et les glandes périphériques, qui sont donc la surrénale, les gonades, ovaires ou testicules, le foie, le pancréas, la thyroïde, le thymus, voilà. Et le système endocrinien est un système qui est très très lent. Moi j'aime bien le visualiser comme le système postal, on fait comme la poste. Quand tu vas envoyer une information par la poste, eh ben, tu prends ton papier, ton crayon, tu écris le message que tu veux faire, tu le mets dans une enveloppe, tu écris l'adresse, et tu le mets dans une boîte postale. Et là, il y a quelqu'un qui vient chercher cette enveloppe, qui va la trier en fonction de l'adresse, et qui va dire au facteur de l'amener à tel endroit, et la personne destinataire va recevoir la lettre. Il va l'ouvrir, il va lire ce qui est écrit dessus, il va faire la mission qu'on lui demande, et puis il va faire un rapport pour dire ça y est, j'ai fait tel boulot. Il renvoie ça à la hiérarchie. Donc ça prend du temps. C'est un système qui est lent. Et tu peux très vite comprendre qu'à un moment donné, quand il y a beaucoup trop de cellules, un système lent, il serait vite débordé par l'urgence. Parce que si j'ai un système lent et que j'ai un lion qui me fonce dessus, avant que je dise l'ordre à mes jambes qu'il faut que je me contracte pour me barrer, il y a longtemps que je serais mangé. Donc c'est pour ça que le système nerveux est important et que le système neurovégétatif est important, parce que là on est avec le téléphone, on est en vitesse électrique. L'information passe quasi immédiatement. La seule hormone qui est quasi immédiate, c'est l'adrénaline. Elle est entre les deux mondes, en fait. Elle est entre l'endocrinien et le neurovégétatif. Donc tout ce système endocrinien, mais qui fait en fait notre mouvement, si on n'était que du neurovégétatif et si on était que ce qu'on a décrit tout à l'heure, quelqu'un qui s'endort après le repas, qui a du mal à se lever, si on a un paraphore, tout ça, s'il n'y avait pas le reste, on pourrait pas vivre. On serait des robots. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue des robots, c'est qu'on a tout ce système endocrinien qui, lui, va gérer notre organisme et nous adapter dans l'immédiateté pour la survie de l'instant, dans la temporalité pour la survie au moment du temps. Et ça, c'est les 2 axes, corticotrope et thyréotrope. L'adrénaline, le cortisol sont des hormones qui sont assez rapides. Enfin, l'adrénaline est extrêmement rapide. Le cortisol, il est très rapide. Si tu regardes la thyroïde, t'as 2 hormones qu'on appelle T3 et T4. La T3, elle a une demi-vie d'une journée. La T4, elle a une demi-vie d'une semaine. Et la substance colloïde qui fabrique ces hormones, elle a une demi-vie de 2 mois et demi à peu près. Donc tu vois tout de suite le trimestre et l'impact sur la saisonnalité de cette thyroïde. Voilà.
Donc l'adaptation, c'est ces deux-là. Et puis après, il y a la régénérescence, l'anabolisme, la construction des choses. Et ça va être l'axomatotrope et les gonades qui vont faire ce travail. Donc D'accord. il faut comprendre que quand tu as une maladie complexe, en général, tu as un axe qui est défaillant, deux axes qui l'accompagnent. Donc mon travail à moi, c'est d'aller déterminer, en fonction de la clinique, de la biologie, d'aller déterminer quel est l'axe qui nous a amené à cette situation pathologique et quels sont ceux qui l'accompagnent. C'est pas toujours facile, et on le sait pas forcément à la première consultation. Parfois, il faut un peu de temps pour avancer là-dessus. Mais une fois qu'on a compris ça, on peut aider le patient à sortir de sa problématique. Et il peut avoir un traitement allopathique lourd derrière parce qu'on le voit beaucoup trop tard et qu'on est sur la maladie installée. Ça ne veut pas dire que il faut pas suivre ce traitement lourd. Au contraire, on va le suivre, mais nous, on va l'accompagner, on va l'optimiser. Du coup, on donne beaucoup plus d'efficacité au traitement lourd parce que quand tu donnes un traitement lourd, c'est comme si tu faisais la guerre quelque part. Donc, quand tu fais la guerre, tu n'envoies pas des vivres à ton ennemi. Tu fais tout pour ton ennemi il puisse ne plus être ton ennemi, ne plus exister. Donc, si tu mets un traitement lourd, il faut que ton traitement lourd il soit efficace. Donc, tu peux optimiser son efficacité en régulant certaines choses au niveau hormonal, et puis tu peux aussi optimiser tes propres systèmes de défense et optimiser tes systèmes qui permettent de mettre en privation ce qui va nourrir ton ennemi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le système endocrinien, tout ça. Et ce système, on entend de plus en plus parler de ce système-là à cause des perturbateurs endocriniens. Ouais. C'est un terme qu'on entend, enfin, en tout cas dans mon univers, dans mon monde, on l'entend de plus en plus ces derniers temps. On a fait un séminaire début décembre avec toutes les personnes qu'on a formées, et c'était notre thème de ce séminaire, c'était les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui sont souvent connues et listées, et pourtant continuent à nous les mettre dans la bouffe et dans notre environnement. Certaines substances ont été interdites depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans, et on les trouve toujours dans l'eau de boisson, ce qui montre bien leur pouvoir polluant. Ces perturbateurs endocriniens, c'est des molécules chimiques que la nature ne sait pas détruire et qui s'accumulent et qui font donc plusieurs cycles comme ça. C'est aussi des médicaments qu'on peut prendre, c'est aussi des produits qu'on met dans l'agriculture, c'est aussi des produits qu'on va mettre dans les aliments pour les conserver, c'est aussi des produits qu'on va mettre dans les récipients qui nous permettent de garder nos aliments, voilà, tout ça. Et le problème du perturbateur endocrinien, c'est que si c'était un poison immédiat, il y a longtemps qu'on les utiliserait plus. Sauf que ce sont des poisons qui s'expriment du fait de leur répétitivité sur le long cours. Et moi, j'aime bien dire que nous sommes entourés de perturbateurs endocriniens et que quand on commence vraiment à réfléchir, on se dit que toute merde, c'est un peu trop tard pour se mettre en éviction totale. Parce que même si je vais vivre sur une île perdue au milieu du Pacifique, je vais quand même avoir des pollutions qui vont tomber du ciel. On voit les problèmes avec les pluies acides et toutes ces choses-là. Hein. Donc je vais quand même être contaminé, moins que le restant de la Terre, mais je le serai quand même. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir des améliorateurs endocriniens. Et pour avoir des améliorateurs endocriniens, il faut de la matière grise. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est important. Et il faut choisir les bonnes plantes qui vont avoir une action positive sur la fonctionnalité de notre système endocrinien pour contrecarrer ces effets des perturbateurs. D'accord. Mais surtout que parfois ça peut faire même peur. Tu dis que dans certains lacs, il y a tellement d'estrogènes que les poissons mâles dans ces lacs-là n'arrivent pas à se développer. Oui, c'est le premier lac où c'est apparu. C'est apparu au Japon. Et j'étais déjà assez jeune quand j'avais lu ça. Et il y a une étudiante une docteure en pharmacie qui a eu sa thèse de doctorat en démontrant ça sur des lacs français. Hein, donc c'est impressionnant. Et ces oestrogènes, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire. Hein, parce qu'on utilise beaucoup les oestrogènes pour gérer la reproduction dans les troupeaux. Et maintenant, c'est même dans les alpages, tu peux avoir, parce que longtemps j'ai dit la seule eau qui est pure, c'est l'eau des montagnes. Et même dans les alpages, si maintenant on fait en sorte que toutes les bêtes se reproduisent dans le même temps pour faciliter le travail. Donc on leur donne des hormones, comme ça on induit les périodes de reproduction, on induit tout ça, et on va organiser tout ça pour que pendant une semaine on est là, puis on fait naître les petits veaux, les petits moutons, et tout ça. Donc ça, les oestrogènes, ils vont partir par les urines, et puis ils vont aller dans la nappe phréatique.
Et tu sais que moi j'habite au bord de la mer, j'habite à La Rochelle, donc quand on habite au bord de la mer, l'eau qu'on boit, qui vient des rivières, elle est passée par au moins 11 stations d'épuration. Hein. Donc l'eau qu'on boit a déjà été traitée 11 fois. Et les stations d'épuration telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas capables d'enlever les médicaments de l'eau. Et encore moins ces fameux oestrogènes. Donc les perturbateurs endocriniens, on les a avec nous. Hein. Et en plus, quand tu arroses un champ avec une eau qui est chargée, eh bien tu vas aussi contaminer le végétal que tu es en train de faire pousser. Et après, on Donc, remange ça et alors que c'est à des doses tellement infimes que enfin les toxicologues vont dire, il y a encore des toxicologues qui sont à l'ancienne et qui vont dire mais n'importe quoi, de toute manière, à ces doses-là, c'est pas un poison et il y a aucun problème. Le problème, c'est la répétition. Et puis la répétition sur des terrains fragilisés. Tu vas dire bah oui, il y a 10 personnes, il y en a qu'un qui tombe malade, donc c'est pas ça. Hein. Bah si, c'est que lui, il a une fonctionnalité qui fragilise plus que les autres, et donc il va être le premier à répondre à ce perturbateur. Et on l'a vu apparaître pour le bisphosphonols A. Excuse-moi, parce que ça se bouscule dans ma bouche. On l'a vu apparaître pour d'autres perturbateurs qu'on a éliminés de notre alimentation, mais on a changé parfois les produits pour en mettre d'autres. Il nous faut 20 ans, 30 ans pour s'en rendre compte. Donc voilà, non, avec la chimie, on a un peu vendu notre âme au diable, hein, parce qu'on a fait des choses rapides, intéressantes. On a permis à la France d'avoir beaucoup de rendement dans la culture du blé, ce qui nous a permis d'acheter du pétrole. C'est pour ça qu'on dit que c'est le pétrole vert. Hein. Mais c'est comme ça, au niveau international, comment ça marche. Donc on a sacrifié nos terres en faisant beaucoup de rendement, mais on se rend compte maintenant que on a des terres qui sont mortes, donc il faut mettre encore plus de produits dedans. Et tout ça, nous, on va le respirer. On va le respirer, on va l'avoir dans l'eau du quotidien, voilà. Donc la vie à la campagne n'est pas forcément plus saine que la vie en ville. Hein. ouais. C'est vrai, avec tous les pesticides, enfin, c'est plus le cas. Quand il y a une étude assez récente que j'ai lue dans l'avion quand j'allais au Mexique, où en fait ils ont fait une étude sur la fréquence de certains lymphomes chez les enfants, et ils se sont rendus compte que les enfants qui habitaient à moins d'1 kilomètre d'un vignoble avaient plus de potentiel à faire ce lymphome que les enfants qui habitaient ailleurs. Voilà. Et il faut savoir que les vignobles sont une des agricultures les plus traitées. Hein. Des alcools de distillation comme le cognac, l'armagnac, tout ça. Parce que dans la distillation finale, t'as plus rien qui reste. Donc le produit, il est sain. Si tu veux boire un cognac qui soit bio ou pas bio, ce que tu vas boire, il y aura rien dedans autre que du cognac. Mais si tu vas l'acheter bio, c'est parce que tu vas vouloir préserver l'environnement qui a permis de. Hein. Oui, Il y parce a que des c'est vrai choses qu'il y a qui cet achètent. argument, ils disent que les légumes et fruits bio ne sont pas plus nutritifs, ils sont pas meilleurs que les autres, mais en fait, c'est avant que ça se passe, c'est plus pour protéger Voilà. la nature, Puis protéger les sur sols. les légumes, ils sont peut-être pas meilleurs, ils sont peut-être pas plus nutritifs, mais ils sont moins empoisonnés. Et tout ça, c'est une question de dose. Et le perturbateur endocrinien, c'est la dose, et donc il joue beaucoup là-dessus. Alors l'avantage des légumes, c'est qu'il y a certains légumes, il suffit de bien les laver, bien les frotter, et puis on diminue beaucoup la charge de produits. Mais quand tu vois comment sont traitées les pommes, c'est malheureux. Alors que la pomme est un fruit extraordinaire. Aujourd'hui, si on mange pas une pomme bio, on mange énormément de produits toxiques avec. Donc on va les éplucher. Donc si on les épluche, on perd tout l'intérêt de ce qu'apporte la pomme, parce que les principales vitamines, tout ça, sont juste entre la peau et la pulpe. Mm. Donc voilà. C'est ainsi, Ouais. hein, c'est notre monde. Hein. Euh, on s'approche de la fin, Jean-Christophe. J'aimerais bien finir sur les saisonnalités parce que ça, on dirait que ça revient souvent dans ce que tu dis. Et en ce moment, on est dans la période hivernale. Euh, à quoi en fait on doit s'attendre? Est-ce que des baisses ce qu'on appelle les coups de blues, est-ce que c'est normal d'avoir ça dans l'année? Ou est-ce que même, je pensais à ça avant notre discussion, et je me disais, est-ce que le fait de tomber malade, d'être un peu dans une forme un peu moins bien que d'habitude, est-ce que ça serait pas normal comme une sorte de reset, comme un ordinateur qu'on redémarre? Ou est-ce que pas du tout, Jamal, tu dis n'importe quoi, le corps est censé s'adapter toute l'année, on est censé avoir une forme qui est top toute l'année? Tu dois t'adapter à ton environnement en permanence parce que tu es un être vivant, tout simplement. Et tu dois t'adapter de façon atavique en fonction de l'environnement dans lequel tu es. Donc si tu es né en Martinique,
et que tu vis en Martinique, tu n'as pas les 4 saisons comme si tu étais né en métropole. Donc déjà, on n'a pas les mêmes fonctionnalités, on n'a pas les mêmes adaptations. T'es de métropole, tu vas en Martinique, tu vas dans une période que eux considèrent froide et toi t'as hyper chaud. Et tu te marres parce que tu les vois qui mettent leur petite laine, des choses comme ça. Parce que eux, ils vivent bien le contraste. Et toi, pour toi, c'est tellement important la température par rapport à la métropole que voilà, tu es dans cette quelque part incompréhension physique ou physiologique. Donc, on dépend vraiment de l'environnement dans lequel on vit. Si t'habites à Lille ou si t'habites à Cannes, tu vas pas avoir non plus les mêmes rythmes de vie parce que t'as pas les mêmes durées d'ensoleillement non plus. Donc tout ça, ça va conditionner un peu ton ronronnement de fonctionnement. Et donc on a conscience en France qu'on a 4 saisons et on les connaît bien ces saisons. Et donc on a 2 périodes qui sont très importantes, qui sont la période automnale et la période du printemps. C'est les deux grands changements, on va dire. Et en hiver et en plein été, on ronronne un peu dans notre fonctionnement. Donc il faut bien rentrer dans l'automne. Si on veut passer un bon hiver, il faut bien rentrer dans le printemps si on veut passer un bon été. Tu vas avoir des gens, ils seront toujours malades à l'automne, des rhumes, des choses comme ça. Puis t'en as d'autres qui seront plutôt malades au printemps avec des allergies, des cystites et des choses comme ça. Donc ça, c'est des terrains et c'est de l'hygiène alimentaire. Enfin, c'est plein de choses qui contribuent à ça. Donc, si tu veux, quand on rentre en automne, c'est lié à la baisse de la luminosité. Donc, ton corps, à partir du 15 août, il sait qu'il doit se préparer à l'automne. Donc, tu te mets en situation pré-automnale à partir du 15 août. Nous, à La Rochelle, cette année, par exemple, au 1er août, on a eu un temps de novembre pendant une semaine. On a parlé beaucoup de la canicule cet été, mais n'empêche que au bord de la mer, 1er août, moi c'était ma première semaine de vacances, je peux t'en parler, on était sous la pluie en permanence, on avait froid. Donc on s'est mis en situation pré-automnale 15 jours trop tôt, on va dire, à cause de la température, parce que c'est pas notre habitude. Et du coup, on a eu un été après qui a été ce qu'il a été, mais on a eu surtout un automne qui est arrivé très doux et très chaud. Et donc on s'est mis sur les starting blocks pour préparer l'automne et en fait on attend le coup de feu pour se mettre à courir et puis le coup de feu il arrive pas. Et quasiment du jour au lendemain on est rentré dans un automne hyper violent, on a eu 4 tempêtes à la suite, on a eu beaucoup de froid, beaucoup de pluie. Là en un mois et demi il est tombé plus de pluie qu'en 6 mois de l'année, beaucoup d'humidité. Donc du coup, on a une grosse difficulté adaptative par rapport à l'entrée dans l'automne. Et moi, ce que j'ai vu en cabinet, c'est que j'ai des patients qui ont décroché au niveau de la thyroïde et qui ont fait une pathologie thyroïdienne simplement à cause de changements saisonniers et à cause de tout un peu ce que je te raconte. Voilà. C'est parce que heureusement qu'on décompense pas les choses tous les automnes, mais on a une fragilité ou pas. On s'adapte bien ou pas. Il y a des gens qui adorent la chaleur, il y a des gens qui adorent le froid. Ça dépend de notre fonctionnalité. Et ces changements de temps, ces changements de saisonnalité vont nous conditionner. Et quand c'est un peu différent que ce qu'on a de façon atavique, on est un peu perturbé. Voilà. Donc là, on va s'adapter. Normalement, on rentre en hiver, donc normalement, on doit être plutôt bien. Et comme tu le dis, il y a les coups de blues. On en parle beaucoup des coups de blues. Et ça, c'est à cause de la modernité. C'est-à-dire que c'est l'invention de l'électricité qui nous a mis dans cet état-là. Parce que si je vivais en phase avec mon environnement, tu vois, là, je regarde par la fenêtre, il fait noir, il y a longtemps qu'on serait déjà au lit, qu'on serait en train de dormir, on serait pas en train de discuter. Et quand tu vois la vie au XVIIIe siècle, ben on était quand même avant l'ère industrielle, on était quand même très rythmé, surtout quand tu vivais à la campagne, par rapport à la luminosité. C'est-à-dire que tu te couchais avec les poules et tu te levais avec le coq. Et tu travaillais pas beaucoup l'hiver et tu travaillais beaucoup l'été. Maintenant, on travaille toute l'année et on prend nos vacances, grosso modo 2 semaines, 3 semaines pour ceux qui ont de la chance, 4 semaines en plein juillet ou en plein août. Hein. Donc, mais les moissons, c'est là que ça se fait. Donc, on fait le travail physique quand on vivait tous à la campagne. Et ben, c'était vraiment l'été qu'on travaillait beaucoup. Et l'hiver, il y a des régions, il y avait tellement peu de travail qu'on s'est mis à faire des horloges. C'est pour ça qu'il y a les comptoises qui sont dans le comté. C'est pour ça que les Suisses sont très bons en horlogerie, parce qu'à l'époque, il y avait rien à faire l'hiver. Il faisait tellement froid que, à part nourrir les bêtes qui étaient dans l'étable et qui sortaient pas, et on s'en occupait le matin et le soir, mais le restant de la journée, qu'est-ce qu'on avait à faire? Rien. Hein. Donc on était dans des rythmes, j'exagère un peu le trait, hein, mais sociologiquement parlant, on était dans des rythmes où on était en phase avec la nature.
De nos jours, eh bien, comme on a l'électricité, eh bien, on a le chauffage, on a la lumière, et donc on va pousser tard le soir à lire, à regarder la télé, à faire n'importe quoi. Et du coup, on va déstructurer la fonctionnalité de notre sérotonine et notre mélatonine, et ainsi on va pouvoir fragiliser le manque de sérotonine et exprimer un état dépressif saisonnier. Et en plus, si on mange mal et qu'on fait de la malbouffe, on va consommer énormément de sérotonine dans notre ventre pour gérer cette malbouffe. Et du coup, on va manquer de sérotonine en centrale. Et comme l'hiver, on mange plus gras que l'été, voilà, on a aussi un autre argument qui peut nous amener vers la petite déprime saisonnière. Le mois de janvier, c'est le mois le plus dur. C'est un mois très noir. Mais on a le problème aussi du 1er novembre et de la Toussaint dans notre culture. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'hiver, on rentre dans le noir, on a déjà ces problèmes de sérotonine, mais en même temps, on rentre dans le deuil, répété tous les ans, on va faire le deuil de nos anciens et de nos proches au 1er novembre. D'accord. Et ça impacte beaucoup de personnes. C'est peut-être un peu moins maintenant, parce que on est peut-être moins religieux qu'on l'a été, mais ça reste encore important le 1er novembre. Et dans beaucoup de familles, pour beaucoup de personnes, je me rappelle le souvenir d'une personne qui est morte, en plus de sa date de décès. Donc quelqu'un qui était très important pour nous et qui est mort il y a 15 ans, il y a 20 ans, tous les 1er novembre, on lui amène des chrysanthèmes sur sa tombe. Donc on rentre aussi dans cette dynamique de deuil. Ça aussi, ça contribue avec. Si on faisait ça en plein été, ça serait bien mieux. Ça serait bon, le calendrier il est autrement. Et si on faisait ça en plein été, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient beaucoup moins ce problème de spleen qui rentre avec l'hiver, avec cette ambiance moyenne, qui fait triste, qui fait gris, on voit pas le soleil. Voilà, on a besoin de la vitamine D aussi pour être joyeux, pour être heureux. Donc quand on manque de soleil, qu'on a un plafond gris en permanence, ça plombe quoi. Mais quand on est habitué, quand on est dans une région où c'est souvent comme ça et que c'est atavique, ben ça peut être très bien vécu. Il y a des gens qui adorent cette ambiance-là. Et par contre, quand on vit dans une région où on n'a pas l'habitude de ça, ben c'est plus violent. Et le point supplémentaire qu'il faut rajouter dans notre vie moderne, c'est qu'on se déplace vite. C'est-à-dire que je peux prendre ma voiture, je peux traverser la France en une journée. Donc je peux être de Lille à Cannes en une journée. Et j'ai pas du tout le même climat. Je peux aller dans le sud de l'Espagne. Là, j'ai pas du tout le même climat. Donc là, je fais des chocs adaptatifs importants. Mais encore, la voiture, c'est pas le pire. Le pire, c'est l'avion. C'est qu'avec l'avion, en 12 heures, je peux être de l'autre côté de la Terre. Et là, je casse mes rythmes liés à la luminosité, parce que chez moi, il fait nuit, alors que là, il fait plein jour. Quand j'étais au Mexique, on a 7 heures de décalage. Il faut le temps de s'adapter à ça. Et ça, c'est du choc adaptatif qui te fragilise. Donc moi, j'ai passé un super séjour au Mexique, j'ai bien travaillé là-bas, parce que j'étais pas pour les vacances. Donc j'ai le même rythme de travail que en France, mais je travaille quand normalement je dors, en fait. Donc il y a une fatigue qui s'installe, il y a le voyage en plus, mais il y a surtout ce décalage. Je reviens en France, je reprends mes consultations, puis après je repars à Paris pour animer tout un cycle de formation, et je suis quoi? J'arrive à Paris, je suis enrhumé, je suis ça parce que je suis dans mes chocs adaptatifs qui se sont succédés, les choses se sont un peu trop rapprochées. Voilà. Et puis la nourriture qui a été différente aussi, ça c'est aussi un choc adaptatif. Tout ça, ça met en activité mon système endocrinien, mon système neurovégétatif, ça me met des congestions et ça me donne des symptômes. Il n'y a pas des choses que tu peux mettre en place pour remédier à ça, au moins limiter la casse? Bien sûr, je le fais, heureusement. Mais des fois, tu es un peu trop en forme et donc tu oublies un peu qu'il y a des fragilités. Puis tu oublies aussi que tu vieillis. Quand tu vieillis, ta réactivité elle est parfois un peu moins bonne, ou tu as un peu plus de fatigabilité à certaines choses. Mais non, j'ai bien vécu parce que j'ai fait un rhume, mais ça m'a pas empêché de travailler, ça m'a pas empêché de tenir, de faire des cours de 8 heures jusqu'à 20 heures parfois. D'accord. Donc voilà. Et pour les personnes qui nous écoutent, mis à part garder ça en tête que tu as parlé de la période du mois de novembre, janvier, qui sont des périodes un peu difficiles, et le printemps pour ceux qui ont des allergies. Là, imaginons là, on est dans la période hivernale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour, mis à part le fait de garder ça en tête et de se protéger des changements qui sont très, très rapides? Déjà, ce qu'il faut comprendre, la difficulté du printemps, c'est que on sort de l'hiver. Que physiologiquement, quand t'as pas de chauffage, l'hiver, tu vas faire du gras pour te protéger du froid. Donc on a du chauffage, mais on garde des réflexes ataviques dans notre corps. Donc on a tendance quand même à manger plus gras l'hiver.
Donc ce que je dis par exemple à des patients qui font attention à leur poids, je dis l'hiver c'est pas une période où on va perdre du poids. L'objectif c'est je garde mon poids stable. Là c'est une victoire. Je ne prends pas 2 kilos en plus. Donc l'objectif dans l'hiver c'est de maîtriser son poids et pas prendre de poids pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que quand on va rentrer dans le printemps et quand le printemps va nous informer, alors le printemps c'est pas sur le calendrier, hein, c'est autour de soi. C'est-à-dire que quand on a l'explosion des bourgeons, c'est là qu'est le printemps. Si tu as une tortue dans le jardin, c'est quand elle va sortir dans le jardin que tu as le printemps qui est là. Hein. J'ai la chance d'avoir une tortue, donc elle me dit quand le printemps est là. Des fois, elle re-rentre et elle repart pour un mois d'hibernation. Donc on a eu un faux printemps et voilà. Moi, j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Ça me permet de comprendre aussi dans quel état sont mes patients. Et ben au printemps, en fait, la dynamique du printemps, c'est le reset justement. C'est au printemps que tu fais le reset. C'est pas à l'hiver. Et au printemps, tu vas mettre en place physiologiquement des drainages physiologiques qui vont faire partir tes graisses accumulées de l'hiver pour te mettre dans un nouvel état pour affronter justement la chaleur et surtout l'abondance. Parce que le printemps, c'est quand même la période de l'abondance comme l'été. Hein. Au niveau alimentaire, quand t'es dans une vie sauvage, hein. Mais on vient d'une vie sauvage, même s'il y a des milliers d'années entre cette vie-là et nous maintenant. On a été Homo sapiens sapiens, il s'est conçu en tant que nomade, chasseur-cueilleur. Hein. Donc on est là-dedans. On a des périodes de disette, on a tout ça. Et les disettes, on les a instituées dans nos religions. On a le carême, on a le ramadan, on a toutes ces périodes qu'on peut avoir dans les cultures religieuses où il y a des périodes de disette voulues, mais qui en fait rappellent nos phases naturelles où on était en privation alimentaire parce qu'il y avait rien à manger. Donc notre corps, il sait assumer tout ça. Mais il sait faire du stock, il sait libérer son stock. Donc le passage hiver-printemps, c'est une période où on va mettre en place physiologiquement ces drainages. Et quand ces drainages se font pas bien, parce qu'il y a des blocages, c'est là où on va monter dans l'inflammation et qu'on va monter dans des conflits alpha-sympathiques, bêta-sympathiques, et c'est là qu'on va permettre l'expression de l'histamine, et c'est pour ça qu'on va faire des pathologies plutôt allergiques au printemps. Le rhume des foins, par exemple, que beaucoup de nos auditeurs connaissent. Hein. Et ça peut être un simple éternuement un peu productif le matin et s'arrêter là, puis pour d'autres personnes, ça va être toute la journée avec la fontaine qui coule en permanence. Hein. Et c'est pas forcément les pollens, c'est qu'on est déjà dans cette réactivité-là. Après, il y a un allergène, n'importe lequel, qui passe par là et qui accentue la symptomatologie. Mais tu peux ne pas avoir d'allergie et pourtant faire de l'expression histaminique. Donc ça, voilà, c'est les urticaires, c'est des choses comme ça. Et donc le printemps va être une période un peu charnière par rapport à ces auto-nettoyages. Et là, on va pouvoir les accompagner. Donc on a parlé tout à l'heure de l'aubier de tilleul pour rester dans ce qu'on a évoqué. Ben, moi, je conseille beaucoup de personnes de faire à partir du moment où on commence à voir les bourgeons s'ouvrir, à faire une cure d'aubier de tilleul en tisane pendant 1 mois, 2 mois sur cette période-là pour favoriser et accompagner les drainages physiologiques de l'organisme. Voilà. Tu as la sève de bouleau qui apparaît à ce moment-là. La sève de bouleau qui traduit vraiment le printemps aussi. Hein. C'est la sève qui remonte des racines et qui va remonter dans l'arbre. Tu fais un petit trou avec une cheville de 6 dans ton bouleau et t'as au goutte à goutte t'as la sève qui va tomber pour 2 personnes dans un verre. On peut faire des cures de jus de bouleau au printemps. Et ça va nous accentuer notre drainage et ça va surtout contribuer à limiter les inflammations et c'est très intéressant pour les pathologies rhumatismales, par exemple. D'accord, c'est des pistes de... D'accord, donc Voilà. en fait, le rhume de foin, dans mon cas qui revient tous les ans, pour toi, c'est plus une inflammation, sachant que ça a commencé quand j'avais 21 ans, et ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que tous les ans, à la même période, j'ai, comme tu dis, le nez qui coule et j'ai besoin de mon petit chip dans le nez pour l'arrêter. Et donc pour toi, c'est une inflammation, c'est pas une allergie à des pollens. L'allergène n'est que le révélateur de ton niveau d'équilibre. Si tu veux, moi j'ai pris en charge des grands allergiques qui sont toujours allergiques à leur allergène, sauf qu'ils ne l'expriment plus, ou quasiment plus. Et là où avant ils passaient un rhume des foins à être en fontaine toute la journée pendant 10 jours, maintenant ça se résume à un éternuement le matin. Voilà, ça c'est après l'allergène, tout va dépendre, c'est comme tout dépend de la quantité d'allergène que tu reçois. Hein, si tu vas tailler le cyprès en plein pollen alors que tu es allergique au pollen, c'est sûr que tu vas me faire une crise même si je t'ai bien soigné et que je t'ai diminué tes seuils de sensibilité parce que tu as pris tellement d'allergènes que ça explose. D'accord. Par contre, si tu restes à distance des cyprès quand ils sont en période de pollen et que tu as un bon traitement de terrain, tu vas juste sentir
effectivement, mais ça va à peine s'exprimer. Tu vas même l'oublier que tu étais allergique à ça. Donc l'allergie, c'est l'allergène, c'est l'expression, enfin c'est un allergène qui va réveiller une réactivité, mais cette réactivité, elle est préexistante. Les choses sont pas, c'est pas de la génération spontanée. Les choses, elles sont préparées à permettre l'expression d'eux. Comme j'ai des patients, je leur dis, vous avez un haut pouvoir de potentiel allergique, encore faut-il que vous rencontriez l'allergène pour que ça s'exprime. Mais il vaut mieux pas que vous le rencontriez là, parce que moi, comme je vous vois là, vous êtes dans un niveau où ça pourrait être très explosif. Donc D'accord. aussi de façon préventive, même si on connaît pas l'allergène, on peut régler ça. Après, tu as des phases extrêmement graves de l'allergie, et c'est pas de celle-là que je parle. Moi, je te parle de la petite allergie commune courante. Oui, bien sûr. Et toi, tu consultes à La Rochelle. Ouais, J'imagine qu'il y a d'autres médecins qui sont formés comme toi ou que tu formes dans l'institut, parce que tu es oui, aussi tu es président de l'institut, qui sont en France. Comment on pourrait faire pour trouver, parce que tout le monde n'habite pas à La Rochelle, comment on pourrait oui, faire pour trouver un médecin c'est un peu dur à dire, hein, endobiogénie. voilà. Endo pour intérieur, bio pour la vie et génie pour l'organisation. Comme le génie civil, si tu veux. Hein. Donc, c'est une science qui permet de travailler sur la compréhension des mécanismes d'autoréparation, d'organisation de notre organisme. On a créé l'institut de formation qui est l'IEMPI, et vous pouvez donc aller sur iempi.fr ou taper aussi Institut français d'endobiogénie. Google y trouve aussi. Je mettrai les Et liens dans la description. voilà, sur ce lien, vous allez tomber sur la première page de notre site. Alors, je vous invite à y aller. Il y a plein de choses en accès gratuit pour voir des conférences, des petits articles, des petits conseils si on a de la fièvre ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses. Vous avez dû aller voir, je pense. Hein. Et on l'enrichit en permanence. Et il y a surtout une carte de France sur laquelle sont inscrits les médecins qu'on a formés, qui ont validé leur formation et qui ont accepté d'être sur la carte. Voilà. On n'est pas nombreux, malheureusement, parce qu'en France, c'est difficile d'exister. Parce que même si l'endobiogénie est née dans le cerveau du docteur Christian Durafour, qui était un médecin français, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas dans son pays qu'on est le mieux écouté, surtout en France. Donc, il faut savoir qu'en Tunisie, par exemple, ça fait 50 ans qu'ils ont de l'enseignement d'endobiogénie, qui pratiquent l'endobiogénie, que c'est reconnu par le Conseil de l'ordre des médecins en Tunisie, la spécialité en tant qu'endobiogéniste. Hein. Qu'en Lituanie, la formation a été mise en place et que c'est une formation c'est une pratique qui est reconnue par le ministère de la Santé. Que au Mexique, on en a parlé tout à l'heure, c'est une médecine publique et gratuite. Et qu'on va développer ça sur l'ensemble du Mexique et pas que sur Mexico. Mexico, c'est quand même la population de la Tunisie, hein, c'est pas une ville comme on l'imagine en France, hein, c'est immense. Mais le projet, c'est qu'on, dans les 5 à 10 ans qui viennent, on développe ça sur l'ensemble des universités du Mexique. Voilà. Donc suivant les pays, et ça c'est des choix politiques, si tu veux. En France, on a déremboursé la plante médicinale en 2007 entre les deux tours de la présidentielle entre entre Chirac et Sarkozy, donc sans aucun débat. Hein. On nous a déremboursé l'homéopathie, on l'a vu en pleine crise Covid, à une période où personne n'avait la possibilité de manifester ou de dire son désaccord. Donc on est dans un pays où on essaye de normaliser la pratique de prescription des médecins et nous imposer un ordre d'obligation d'utiliser certains outils et pas d'autres. Donc pour l'instant, on a encore la chance d'avoir des pharmaciens qui ont la capacité de délivrer nos prescriptions. Je ne sais pas si ça va durer, combien de temps ça va durer. Et ça, c'est un problème politique. Problème politique, c'est-à-dire c'est un problème, c'est ton problème, c'est mon problème, c'est le problème de chacun d'entre nous. C'est quand on vote qu'on a favorisé ça, on a laissé faire. Hein. Donc c'est pas toujours facile sur un vote présidentiel de faire les choses parce que là on est sur des grands débats. Mais là où il faut, à mon avis, agir, c'est sur le vote de nos députés. C'est quand même eux qui font nos lois. Et un député, il a son poste parfois à 100 voix près. Hein. Donc si toutes les personnes qui étaient sensibilisées à une médecine respectueuse de l'individu et de l'environnement se mobilisaient pendant les élections des députés et allaient voir les députés en disant qu'est-ce que vous faites pour nous? Eh bien peut-être que ça bougerait un peu. Au Mexique, je dis ça parce que c'est pas de l'utopie. Hein. Au Mexique, ils ont
J'ai formé les médecins en 2009 de santé publique de la ville de Mexico parce que une loi fédérale est passée en juillet 2009 et qui oblige le système de santé publique et gratuit de permettre l'accès à la plante médicinale à chaque patient le souhaitant. Et cette loi, c'est un process sociétal, citoyen, qui a été mis en place dans les années 80 après le grand tremblement de terre qu'il y a eu à Mexico et qui a abouti à cette loi. Donc ça a mis du temps, mais c'est la population qui a voulu, c'est pas le politique qui a voulu. Donc c'est à nous, en tant que population, de savoir si on veut nous permettre encore de continuer à se soigner comme ça et de favoriser cette formation, ou si on veut simplement la voir disparaître parce que au bout d'un moment on va plus pouvoir exercer, donc on va perdre le savoir, tout simplement. Donc ça c'est un vrai problème de société. Et je suis désolé, je plombe un peu l'ambiance pour terminer, mais je pense que c'est notre rôle de citoyen aussi. Moi je suis convaincu de ce que je fais. Je vois très bien ce que je fais. D'abord, moi, je l'ai vécu en tant que patient. C'est-à-dire que si j'avais pas rencontré l'endobiogénie au début de mes études de médecine, je serais pas là ce soir parce que j'aurais pas fait mes études, tout simplement. J'aurais été dans l'incapacité de les faire. J'aurais pas terminé avec une thèse. J'aurais pas eu un premier prix national de thèse. Hein. Mes premières années de médecine, ça a été une catastrophe. J'étais malade. Et on m'a donné que des antidépresseurs, des anxiolytiques. Ça répondait pas du tout à ma problématique. J'étais en train de bousiller mon pancréas. J'ai perdu 17 kilos en un an. Hein. Si j'avais pas rencontré l'endobiogénie, je serais peut-être même plus là, tout simplement. Hein. Et ça, c'est mon histoire personnelle. Hein. Mais moi, il y a combien de patients je t'invite à voir, et puis je vous invite tous à aller voir la conférence qu'a pu faire Anne Massier-Dubier, qui est une de mes patientes, qui est sur le site de l'Institut. C'est une personne qui a une maladie génétique, qui aurait dû être greffée des poumons il y a 17 ans, qui allait, quand je l'ai vue la première fois, avec des antibiotiques tous les 15 jours, et qui se faisait bouffer le poumon par une bactérie. Ben, cette bactérie, elle est toujours là. Anne, elle est toujours là. Ça fait plus de 10 ans qu'elle prend plus d'antibiotiques et qu'elle est toujours pas greffée. Ça veut pas dire qu'on la greffera pas un jour, parce que la maladie génétique, elle est là. Mais ça veut dire qu'on a réoptimisé le fonctionnement de son organisme et on a appris à vivre à une certaine intelligence de vie entre cette bactérie et son organisme. Et comme ça, les deux vivent en harmonie quelque part. Donc voilà, on peut faire des choses. On peut pas tout faire. Ça, on peut pas tout faire. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Mais on peut faire des choses et c'est dommage de ne pas les faire et qu'on nous laisse pas la possibilité de le faire. Ou qu'on nous rende cette possibilité difficile. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de fin de de choses. Mais c'est vrai que maintenant, je commence à être un peu fatigué de tous ces combats et de voir qu'en 20 ans, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Tu vois, là, tu m'as contacté pour qu'on fasse cette réunion. Ce bouquin-là, il a fait 200 000 exemplaires à la 3e année de vente. Se soigner toute l'année au naturel. Hein. En France, tu fais un best-seller quand tu fais 25 000 exemplaires vente librairie. Et quand tu fais un best-seller, tu passes à la télé. J'ai fait combien de télé? J'ai fait 10 minutes sur BFM, même pas 10 minutes, 1 minute 50 plutôt, au journal télévisé, parce que il y a eu un lien avec l'éditeur et BFM, c'est tout. Et on n'a pas parlé de fond, on n'a pas évoqué tout ce qu'on a évoqué ce soir, tu vois. Donc on a un problème dans notre société. C'est-à-dire qu'on a des choses, on donne la parole à certains et pas à d'autres. Donc c'est dommage. Mais heureusement que t'es là. Ce soir, on a parlé à... C'est pour ça qu'on fait, enfin, je fais ce que je fais, c'est parce que je crois que on peut améliorer les choses, et même si les choses prennent du temps, même si c'est lent, ça ne veut pas forcément dire qu'on va abandonner. Mais non, peut-être autrement je serais pas investi comme je suis investi, hein, mais je veux dire, on a créé cet institut, on est bénévole beaucoup là-dedans, on est payé pour les cours qu'on donne, mais pas pour la préparation des cours. On réfléchit à plein de choses, on fait plein d'activités à côté, on organise des webinaires d'information pour les patients, on fait tout ça c'est du bénévolat, c'est du temps. J'adore le faire, hein, donc je me plains pas du tout de ça, mais pour dire que je suis engagé là-dedans, l'institut on l'a créé et on a une super équipe. On essaye de diffuser le savoir qu'on nous a transmis, parce que malheureusement Christian Durafour n'est plus de ce monde, donc maintenant on est des enfants qui ont acquis un savoir, on essaye de le transmettre au mieux. Donc, et mon idée, c'est qu'on soit de plus en plus à pouvoir réfléchir sur ce qu'il nous a proposé, parce que
on est à 10% du potentiel de ce qu'il nous a proposé. On peut faire énormément de choses, sauf qu'il nous faut du temps. Il faut qu'on puisse faire des publications, il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir faire ces publications. Il faut faire tout ça pour exister dans le monde d'aujourd'hui. Mais quand tu travailles des outils thérapeutiques qui sont pas brevetables, tu récupères pas d'argent pour payer tes études. Tu fais comment? Bah, tu fais du bénévolat. Hein, donc effectivement, on n'est pas sur les mêmes niveaux de publication et tout ça. Pourtant, on a des ouvrages qui sont sortis chez des libraires comme Lavoisier. Il y a un collègue américain qui a écrit tout un tas d'ouvrages sur l'endobiogénie hyper scientifiques qui sont publiés chez les éditeurs très scientifiques américains. On arrive pourtant à faire des choses. Voilà. Mais bien sûr qu'on manque de travail, tout ça, parce qu'on est encore des bébés. On est des bébés dans cette science-là. Hein, donc il faut qu'on grandisse. Pour qu'on grandisse, il faut qu'on nous permette de grandir. Si on nous donne pas à manger, on pourra pas grandir. Ouais, c'est sûr. Et surtout qu'il y a le besoin. Il y a le besoin parce que j'ai l'impression que la médecine d'aujourd'hui, elle répond à certaines problématiques, à certains besoins, mais elle a aussi ses limites. Bah, tout a des limites. Il faut être conscient des limites qu'on a. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin. La population est en demande. C'est le grand hiatus dans notre pays, si tu veux. La population a une immense demande. Moi, il y a longtemps que je suis en saturation de patientèle. Il y a longtemps que je prends plus de nouveaux patients. Donc ça libère en plus ma parole, parce que je parle pas pour remplir mon cabinet. Je veux dire, il est déjà plein. Et il y a une demande de population qui est énorme. On voit que on a vu juste avant la crise là où effectivement la consommation de produits bio a diminué, mais on a vu à un moment donné tout l'agroalimentaire qui faisait du bio et il faisait des montées en croissance qui avaient jamais été vues, qui étaient extraordinaires. Donc ça veut dire que si les gens achètent, c'est qu'ils sont sensibilisés à ça. Après, maintenant, en ce moment, on a des restrictions économiques qui font que, ben voilà, on voit que ça régresse. C'est dommage parce que c'était bien parti. Mais est-ce qu'on aide vraiment nos agriculteurs bio? Est-ce qu'ils ont les mêmes niveaux d'aide que l'agriculture non bio? On entend beaucoup dans la presse certains agriculteurs qui se plaignent qu'on leur a promis des subventions et qu'ils les attendent toujours, alors que leurs collègues ils sont déjà soutenus et eux on leur met des bâtons dans les roues. On voit le glyphosate qui a été réintroduit en plein octobre rose, on nous réintroduit le glyphosate. Donc moi je parle de rose washing, c'est plus du greenwashing, c'est du rose washing, c'est-à-dire qu'on nous fait octobre rose qui est extraordinaire, on voit la motivation des gens et toute cette sensibilisation de population qu'on fait, et dans le même temps, un perturbateur endocrinien qu'on connaît parfaitement, on nous le remet on le réautorise. Mais je veux dire, est-ce qu'on écoute la population? Est-ce qu'on écoute les choix de la population? Ouais, c'est sûr. Il y a le monsieur avec le costard noir, la petite mallette qui va voir les députés. Enfin, ça n'a rien de complotiste dans ce que je dis. Il y a des gens qui ont les moyens et qui poussent dans des directions peut-être qui vont à l'encontre de ce que veut la population, juste parce que ces gens-là, ils ont des moyens qui sont plus forts, ils ont des médias. Et c'est pour ça que je discutais récemment avec Nicolas Froissart. Je sais pas si tu le connais, c'est l'un des anciens directeurs de SOS, du groupe SOS. On parlait de climat, on parlait de la sensibilisation de la population, et je lui disais en fait que le meilleur moyen, c'est d'avoir nos propres médias. Si on veut sensibiliser à quelque chose, on n'attend pas. Parce qu'il m'a raconté que à un moment donné, il y avait un rapport qui allait sortir sur des changements climatiques, et en même temps, il y a eu le transfert de Messi. Donc forcément, tu vois, les médias, ils ont parlé du transfert de Messi et pas de ce rapport-là. Mais je lui dis, mais la solution, on peut continuer à se plaindre en disant les médias, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ou on peut se dire, bah, en fait, on crée notre propre média. C'est pour ça que moi, je lance ce podcast. C'est pour donner la parole. Et c'est ce que je te disais au début. Si tu veux développer une idée, je te couperai pas. Je te laisse la parole. Non, mais c'est sûr que voilà, c'est super. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Il y a une recherche d'information et puis faut la donner. On fait chacun ce qu'on peut. Hein. Je veux dire, dans mon village, il y avait un monsieur qui parlait un peu patois, qui disait on fait ça qu'on peut avec ça qu'on a. Hein. Donc ce qui est très pragmatique, je veux dire, je peux pas faire plus que voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que chacun d'entre nous, on donne l'énergie qu'on peut donner. Si on croit en ce qu'on fait, eh bien il faut le défendre. C'est sûr. Voilà. Et puis après, ben, il faut convaincre aussi. Et pour convaincre, je pense que au niveau de la population, il n'y a pas trop de problèmes, mais il faut surtout convaincre les décideurs. Et ce qui convainc les décideurs, c'est le fait qu'on va voter pour eux ou pas. C'est tout. Après, on peut faire du lobbying, hein, c'est pas un problème, mais c'est pas ça. D'abord, ça coûte très cher de faire du lobbying.
Mais c'est pas un problème de faire du lobbying, apporter de l'information, mais le lobbying, il peut être fait par chacun des citoyens qui décide d'aller à la permanence de son député et lui dire je voudrais vous parler de ça. Et la permanence des députés, elle sert à ça, on n'y va plus. On va plus voir nos députés, j'ai des patients ils râlent. Je dis mais le député, il habite 3 rues plus loin là, allez le voir. Dites-leur. Racontez-leur ce qui vous est arrivé avec tel service public qui vous met en chagrin et que ça paraît pas normal. Il faut qu'ils soient au courant. Comment ils peuvent être au courant si on leur dit pas? C'est vrai. Et si en plus on voit qu'ils ont de l'empathie par rapport à ce qu'on vient leur apporter et qui retroussent un peu les manches et qui décident d'en parler à l'Assemblée, ben ça fait changer un peu la donne quand même. Même si ça aboutit pas tout de suite à une loi. Mais regardez au Mexique, qui est pas un pays simple pourtant, mais de 80 à 2009, ils ont réussi à faire passer une idée et à construire une loi. Et après attendre que l'opportunité politique soit là, et quand il y a eu le bon politique qui était là, ça a accéléré les choses. Donc ça peut changer. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Donc faut arrêter de râler, je pense, il faut juste faire, et puis voir. Et puis donner le meilleur de ce qu'on a dans son cœur, je pense que c'est ça qui est le plus important. Exactement. Donc les médecins, on peut les trouver, il y a une carte sur le site. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Jean-Christophe? Je sais qu'on a couvert pas mal de choses. Est-ce qu'il y a, tu veux dire un dernier mot? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu veux dire pour finir cette conversation? Surtout, j'ai envie de vous dire à tous, prenez soin de vous. Et puis de ceux que vous aimez, parce que l'amour, c'est quand même ce qui nous fait vivre. Très bel message. Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être patient et de répondre à mes questions de débutant. Pour les personnes qui nous regardent, je mettrai le lien vers tes livres, je mettrai le lien vers l'Institut. Est-ce que tu voudrais que je communique sur d'autres choses? Déjà, s'il y a des professionnels qui nous écoutent, on est formateurs. Donc on forme des médecins, on forme des pharmaciens, des dentistes, des sages-femmes. Ça c'est pour tous les prescripteurs. On forme aussi des paramédicaux, donc des kinés, des ostéos, des infirmières. On a des formations attribuées à ça. Puis on forme aussi des professions du bien-être. Alors on les forme pas à l'endobiogénie parce que c'est trop complexe pour le bien-être, mais on leur donne des notions de fonctionnalité et puis comment optimiser leur savoir déjà et donner du sens à ce qu'ils font. Moi je suis très attaché au sens des choses. Je pense que là vous avez tous compris. Je pense que tu as compris que le sens pour moi c'est important. S'il n'y a pas de sens, on se perd. Donc c'est pas la peine d'aller si on trouve pas le sens des choses. Donc on forme beaucoup on forme aussi plutôt que beaucoup. On forme aussi les professions du bien-être et on forme aussi les patients. Donc on fait de la formation patient avec des webinaires pour le moment. On a plein d'autres projets. On manque de moyens pour le moment, mais voilà. Puis on aura d'adhérents. L'adhésion pour les patients à l'Institut, c'est 10 €. Voilà, c'est aussi une façon de nous soutenir. On a voulu volontairement qu'elle soit pas chère l'adhésion parce que ce qu'on veut, c'est surtout qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, qui apprennent à nous connaître et qui aient du bénéfice pour leur éducation à la santé familiale. Ça c'est mon grand créneau, mais je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et puis pour les professionnels, l'adhésion elle est plus chère parce que là on apprend un métier, on apprend à perfectionner un métier. Et voilà. Donc, si vous voulez venir vous former, vous êtes bienvenus. Il y a tous les programmes qui sont sur le site. Quand on rentre sur le site, il y a une page, il y a une case pour le grand public et une case pour les professionnels, mais tout le monde peut accéder et aller voir ce qui s'y passe. Puis faites-vous votre opinion. La meilleure des choses, c'est de vous faire votre opinion et de voir si ça vaut le coup ou pas de venir nous voir. Voilà. Exactement. On a une super équipe administrative. Là, on a 4 personnes au niveau administratif qui sont là pour vous accueillir au téléphone si vous appelez. Il y a la rubrique contact, un numéro de téléphone. Si ça répond pas, vous envoyez un message, mais tout le monde est réactif et on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Là encore. Super. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je mettrai tous les liens, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Comme ça, les personnes qui nous écoutent ou les personnes qui nous regardent, ils pourraient trouver ces liens et entrer en contact avec l'Institut. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et pour les personnes qui ont eu la patience de rester jusque-là, merci d'avoir regardé ou merci d'avoir écouté et à bientôt. À très bientôt.